Bienvenue dans ce webinaire sur les fondements, les évolutions et les enjeux de la politique de la ville. Moi, je suis Charlie Delorme, chargée de mission politique de la ville à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire cet après-midi en compagnie de Laurence Légeois, responsable du pôle cohésion à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. En deux mots, oui, bonjour Laurence. En deux mots, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre de ressources sur le développement territorial et la politique de la ville de Nouvelle-Aquitaine. C'est un centre de ressources qui est piloté par l'État et le Conseil régional et qui œuvre depuis 25 ans pour accompagner les territoires sur différentes politiques publiques et notamment à destination des populations les plus et des quartiers politiques de la ville. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Et parmi vous, on a des élus nouvellement en charge de la politique de la ville ou des élus nouvellement arrivés sur une délégation en lien avec la politique de la ville. Mais on a aussi des agents et des professionnels de la politique de la ville ou intéressés par cette politique publique. L'objectif de ce webinaire et de ce temps aujourd'hui, c'est de vous acculturer à la politique de la ville et de vous faire monter en compétences et en connaissances sur le sujet, dans le cadre soit de votre nouveau mandat ou de vos fonctions. Pour commencer et introduire ce webinaire, je vais tout de suite laisser la parole à Benoît Tirant, conseiller régional délégué à la politique de la ville au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui souhaitait s'adresser à vous et à vous plus précisément, nouvelles et nouveaux élus à la politique de la ville. Bonjour Benoît Tirant, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Merci à PQNA de l'organisation de ce webinaire. Je voudrais saluer les élus, les maires, les techniciens et puis tous les intervenants, toutes les intervenantes et tous les intervenants qui vont prendre part à ce temps d'information et d'échange aussi, je pense. Alors, peut-être pour les élus qui connaissent un petit peu la politique de la ville, vous devez vous dire, mais que vient faire la région dans tout ça, puisqu'effectivement, la politique de la ville, ce n'est pas du tout une compétence de la région. Alors, nous portons PQNA, qui est par alternance, le président du conseil d'administration est soit quelqu'un de l'État, ou soit ma collègue Laurence Roued, la vice-présidente de la région en charge de l'équité des territoires. On fait ça, on soutient PQNA depuis, effectivement, vous l'avez dit, de longues années. Et donc, sur la politique de la ville, c'est un choix du président et de la majorité actuelle de pouvoir faire davantage pour les habitantes et les habitants des quartiers. Et vous dire quand même, je pense que Hervé Guéry le dira encore mieux que moi, on a une petite musique douce qui traîne depuis un petit moment en disant on en fait trop pour les quartiers, regardez ce que ça donne, c'est le bazar, ça ne fonctionne pas, etc. Alors, je pense qu'Hervé Guéry vous donnera quelques chiffres qui montrent que non, on n'en fait pas assez, on n'en fait jamais assez, puisque on compare, on fait souvent des comparaisons hasardeuses, mais si on fait des vraies comparaisons, on voit bien que la plupart des habitantes et des habitants qui n'habitent pas dans les quartiers politiques de la ville profitent mieux de l'engagement de l'argent public que les habitantes et les habitants des quartiers. Je pense, je sais pas, aux licenciés sportifs et quand on construit des grands gymnases, etc., ou quand on fait des grands édifices culturels, eh bien, c'est beaucoup moins les gens des quartiers qui viennent en profiter. Et donc, le message 1, c'est que nous, on donne consigne au sein de la région de mobiliser le droit commun. Parce qu'il n'est pas assez mobilisé, que ce soit d'ailleurs pour beaucoup de collectivités, dont la région, mais aussi l'État. Il faut absolument que le droit commun soit utilisé. Et notre particularité ici à la région, Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'effectivement, on a fait le choix d'avoir à la fois un élu, mais surtout trois chargés de mission sur l'ensemble du territoire néo-aquitain qui couvrent donc les 12 départements, qui sont la porte d'entrée pour vous, pour les élus, pour les acteurs de la politique de la ville. Et notre objectif, c'est d'aller chercher des solutions
sur le droit commun, mais aussi on a une ligne budgétaire pour de l'aide au fonctionnement et de l'aide à l'investissement sur d'autres projets. Alors, je ne suis pas ici pour vous donner tout le règlement d'intervention de notre politique de la ville, mais en tout cas, on a préparé une petite diapo pour vous montrer. On peut mettre la petite diapo avec quelques exemples, juste pour vous illustrer ce que nous, par exemple, région, dans le cadre vraiment de la politique de la ville, avec notre budget, ce qu'on peut financer. C'est par exemple sur la question de l'insertion et de l'emploi, Haute-Garonne Développement, sur l'agglomération bordelaise, eh bien, une action qui s'appelle Découverte des métiers du numérique par les femmes, qui vise à connaître les métiers, écouter les témoignages de femmes reconverties par ces métiers, etc. Ça s'appelle Mentor L. Et donc, c'est pour des femmes en recherche d'emploi. Sur l'entrepreneuriat, on a le Cité Lab qui fait émerger des projets de création et reprise d'entreprise. Alors, des Cité Lab, on en a dans beaucoup de villes. Je ne sais plus si on en a 5 ou 6 sur l'ensemble de la région, mais on en a quelques-uns. Donc là, c'est une aide régionale de 25 000 €. Sur les mobilités, troisième exemple, à Limoges, Varlin-Pont-Neuf, qui travaille sur les questions de mobilité. Et puis là, on va accompagner la structure qui anime des ateliers de réparation et d'entretien de véhicules, un chantier d'insertion, qui loue des véhicules solidaires pour les publics en insertion et qui anime un vélo-école. Voilà juste quelques exemples. Tout ça pour vous dire que voilà, on est à votre écoute. Bien entendu, on n'ira pas, même sur notre budget politique de la ville, on n'ira pas sur des questions de petite enfance, de crèche, etc., parce que ce n'est pas la compétence de la région. Et puis, sur les contrats de ville, on vient quand on peut. Mes collègues partout, on se représente les uns les autres de la région, participent quand elles le peuvent ou quand ils le peuvent. Mais toutes nos questions d'agenda ne sont pas toujours simples. Les équipes de la région aussi, les 3 chargés de mission, essayent de participer aussi. Mais sur 12 départements, c'est pas forcément. Il y a 83 quartiers dans notre région, c'est pas toujours simple. En tout cas, on a des quartiers vraiment très hétéroclites, puisqu'on a à la fois des grosses zones urbaines dans nos grandes villes, mais on a aussi des petites villes qui sont concernées, comme Thouars, comme Bressuire, je pense, par exemple. Voilà, pour essayer, je regarde l'heure, pardon. Il est 16h09, on avait dit jusqu'à 16h10, donc je vais conclure et vous dire que d'ailleurs nos 3 chargés de mission, enfin nos 2 chargés de mission, puisqu'il y en a une, il y a eu du mouvement et donc qui est en recrutement, qui arrivera au mois d'août. Mais en tout cas, normalement, les équipes de la région que je salue sont là et pourront répondre à vos questions. Et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Benoît Tirant. Merci pour ce mot d'introduction et ces rappels importants. Vous avez évoqué des éléments qui font écho avec ce que nos intervenantes vont aborder dans la suite de ce webinaire. Par exemple, la mobilisation du droit commun et le copilotage de la politique de la ville. Tout de suite, je vous propose qu'on poursuive. Et pour ce webinaire, on a plusieurs séquences d'intervention qui sont prévues, avec plusieurs intervenantes qu'on vous présentera au fur et à mesure. Tout d'abord, on va revenir sur les fondamentaux historiques de la politique de la ville, parce que c'est des éléments qui sont essentiels pour comprendre là où en est la politique de la ville aujourd'hui. Ensuite, on abordera rapidement le cadre réglementaire national de la politique de la ville. Et puis, on changera d'échelle pour se concentrer sur ce que représente la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine et les réalités territoriales qu'elle recouvre. On s'arrêtera alors sur les enjeux et les spécificités des quartiers politiques de la ville en Nouvelle-Aquitaine. Et puis ensuite, pour illustrer et incarner les propos qui seront tenus durant ce webinaire, on donnera la parole à 2 élus locaux de Nouvelle-Aquitaine pour que vous puissiez les entendre sur leur rôle, les défis, les missions des élus à la politique de la ville et pour qu'ils puissent revenir sur leur vécu en tant qu'élus délégués à la politique de la ville. Et puis on conclura ce temps, comme je le disais, par un temps de questions-réponses avec nos intervenantes. Avant d'entrer dans tout ce qui est le fonctionnement pur et dur de la politique de la ville actuelle, on vous propose un temps de prise de recul
en s'arrêtant donc sur l'historique de la politique de la ville. On a le plaisir d'accueillir sur ce webinaire parmi les intervenants Michel Didier, président et préfigurateur du comité d'histoire de la politique de la ville, qui est une instance nationale créée par arrêté ministériel en 2022. Je laisserai Michel Didier en dire un peu plus là-dessus. Michel Didier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce webinaire. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur les origines de la politique de la ville, sur comment cette politique publique s'est progressivement structurée à travers certaines dates clés et sur les grandes évolutions qu'elle a connues? Et merci d'abord de votre invitation. J'ai plaisir à participer à une initiative de pays et quartiers de la Nouvelle-Aquitaine parce que il se trouve que j'ai participé à sa création en son temps, dans les années 98-99. J'ai connu la première version, qui était une version simplement État, avec Monique Lafont et Hervé Castelli, puis la configuration groupement d'intérêt public avec l'entrée du conseil régional. Donc, à cette époque, il s'agissait de créer 5 nouveaux centres de ressources de la petite ville. Il n'y en avait que 3 à l'époque. On en a aujourd'hui 20. Donc, cette idée a fait du chemin. Mais en tout cas, je me souviens que ce centre de ressources était particulièrement original par son portage, donc à 2, État et Conseil régional, et aussi par le fait que c'était le premier centre de ressources à travailler à la fois sur les territoires urbains et les territoires ruraux. Voilà. Je ferme ma parenthèse historique, mais je suis vraiment heureux et très sincèrement heureux d'être avec vous aujourd'hui, je voulais vous le dire. Je vais vous dire un tout petit mot sur le comité d'histoire, si vous me le permettez. Vous avez dit que ce comité a été créé il y a maintenant 4 ans, donc il s'appuie sur un conseil scientifique, puisque on fait de l'histoire évidemment avec les historiens et avec les autres chercheurs. Et puis sur un comité de partenaires, et j'en dis un tout petit mot parce que le comité des partenaires rassemble les principaux partenaires et grands réseaux de la petite ville, parmi lesquels les associations nationales d'élus, dont Région de France. C'est la présidente de la commission politique de la ville de Région de France qui siège à notre comité, et le réseau des centres de ressources qui sont tous membres de droit de ce comité. Son originalité, c'est d'être aussi porté par une association, même si nous sommes subventionnés par l'État, la Caisse des dépôts et depuis cette année par l'ANRU, ce qui donc évidemment nous rend dépendants des subventions publiques, mais nous donne une certaine autonomie, je dirais, politique et intellectuelle, ce qui ne nous déplaît pas. Il est adossé à un grand pôle universitaire qui est installé en Seine-Saint-Denis, campus Condorcet, et on organise donc des événements, des journées d'études, on recueille des témoignages, on travaille sur la question des archives, qui est une question essentielle pour la politique de la ville, et c'est une question compliquée, parce que c'est une politique qui est portée par différents acteurs et qui est aussi portée par le mouvement associatif. Et parfois, c'est compliqué de pouvoir identifier les archives, les ressources utiles pour faire l'histoire de cette politique. Notre objectif, la raison pour laquelle ce comité a été créé, c'était de faire le récit avec le recul du temps long d'une politique publique qui existe depuis 50 ans, qui travaille depuis 50 ans en faveur des habitants des quartiers populaires et qui est pourtant très très largement méconnue, ou qui est connu simplement à travers, je dirais, ses dispositifs et ses subventions. Mais en fait, on ne sait pas tellement, finalement, quels sont ses objectifs initiaux et dans quel contexte elle a été créée. Et c'est d'autant plus dommageable qu'elle a essaimé dans plusieurs pays, qu'elle est contemporaine des grandes mutations sociales, urbaines, culturelles, qu'a connu notre pays depuis 50 ans, qu'elle a beaucoup innové en matière notamment de gouvernance publique et de gouvernance territoriale, et qu'elle a inventé avec sa méthode, le principe du partenariat entre l'État et les collectivités locales, la culture de la transversalité, la territorialisation des actions et des budgets, et puis évidemment la démarche participative. Donc notre travail, il vise à éclairer les décideurs, mais aussi les praticiens qui fréquentent beaucoup nos événements, parce qu'ils ont le sentiment de pouvoir peut-être prendre un peu de recul par rapport au quotidien. Et puis aussi, pour nous, et un enjeu, c'est de sortir des 2 représentations les plus largement répandues, qui sont aussi fausses l'une que l'autre. Celle qui consiste à dire qu'on laisse les habitants des quartiers à l'abandon depuis toujours, et ceux qui consistent à dire qu'on y injecte des milliards d'euros pour rien. Donc entre les deux, il faut commencer à construire un récit qui soit objectivé de ce que cette politique a concrètement apporté aux habitants des quartiers.
Et on veut le faire de manière non académique, faisant une histoire aussi par le bas, je dirais, avec les chercheurs, bien sûr, mais aussi avec les acteurs et les territoires. Et on souhaite développer des travaux d'histoire locale. On a déjà décentralisé une partie de nos séminaires qui portaient sur les gouvernances locales l'an dernier dans différents territoires. Et on a lancé, avec l'appui des collectivités locales volontaires, des thèses CIFRE. Il y en a une qui est en cours à Marseille et j'espère qu'on pourra en signer dans d'autres métropoles parce que la politique de la ville, même si elle n'est pas décentralisée, au plan théorique, c'est une politique d'essence territoriale. Donc, il faut absolument prendre en compte dans sa contextualisation au plus près des territoires qui sont très divers. Voilà ce que je voulais juste vous dire en introduction sur le comité d'histoire. J'enchaîne maintenant sur votre demande qui est de vous donner quelques points de repère sur l'histoire de cette politique publique, en sachant évidemment qu'en une quinzaine de minutes, c'est compliqué de faire cette histoire et que je me bornerai simplement à donner quelques points de repère. Et je vous renvoie aussi à la prise chronologique que le comité d'histoire a réalisée et qui a été publiée dans le cadre de l'ouvrage Quartier de demain par le GIP EPO, qui est sorti chez Flammarion à la fin de l'année 2025, où là, on donne absolument l'ensemble des dates pour tous ceux qui sont intéressés par cette histoire de manière plus précise. Je renvoie évidemment aux travaux aussi des historiens spécialisés, je pense notamment à Thibaut Tellier et quelques autres. Alors, un mot pour revenir sur les origines de cette politique. Alors, je vais me limiter aux années 70, pardonnez-moi, les vrais historiens remonteraient beaucoup plus loin, remontant dans l'histoire urbaine contemporaine, par exemple 1928, le loi Loucheur, les premiers HBM, la résorption des îlots insalubres. Bon, je n'ai pas le temps de le faire, donc je commence aux années 70, puisqu'on considère que la politique de la ville est née au milieu des années 70 avec les opérations dites habitat et vie sociale. Le terme politique de la ville n'arrive que beaucoup plus tard, mais en même temps, c'est déjà la matrice méthodologique de la politique de la ville. Il y a déjà 3 directions de ministères qui travaillent, la direction de la construction, le ministère du logement, la direction des affaires sociales, la direction de la jeunesse. Et puis, on fait le choix des premiers sites sur lesquels va intervenir ce programme Habitat et vie sociale avec les maires concernés. Et puis, d'ores et déjà, on demande à ce que la consultation des habitants, la concertation avec les habitants soit un critère impératif du choix des projets. On a déjà donc quelques éléments de méthode qu'on continuera à retrouver tout au long de l'histoire de la politique de la ville. Alors, on est au moment où il faut répondre au premier dysfonctionnement des grands ensembles. On avait construit massivement, très vite et à moindre coût pour répondre à la crise du logement. Vous vous rappelez de ces opérations de ce qu'on appelait les ZUP, avec le chemin de grue qui déposait les blocs d'immeubles. Assez vite, on s'est aperçu d'une obsolescence très rapide du bâti et de l'inachèvement de ces quartiers. La circulaire Guichard de 1973 met d'ailleurs fin à la construction des grands ensembles. À cela s'est ajouté assez vite l'apparition de nouveaux problèmes sociaux liés au départ des premiers occupants, qui étaient plutôt des ouvriers qualifiés, hein, globalement, mais qui étaient partis habiter dans le pavillonnaire à la faveur de la loi Barre de 1977, qui réorientait l'aide de l'État vers l'accession à la propriété. Résultat des courses, ils sont remplacés par des populations plus précaires et en partie d'origine immigrée, puisqu'on est au moment où le gouvernement du président Giscard d'Estaing lance le regroupement familial. Donc la politique de la ville s'est trouvée ainsi confrontée d'emblée à 2 difficultés qu'elle n'avait pas forcément imaginées, anticipées: le changement de composition sociale des quartiers et la fermeture progressive des usines à proximité desquelles ils avaient été construits, ce qui rend évidemment ces quartiers, qui sont transformés en lieu de précarité économique et puis d'accueil de l'immigration. Alors attention, à l'époque, on ne démolit pas, hein, on réhabilite le bâti, on améliore les dessertes, on construit les équipements qui manquaient, on met de l'animation sociale, bref, on humanise le béton, pour reprendre l'expression de l'historien Thibaut Tellier. On répare un peu la ville des 30 Glorieuses. Mais dans l'esprit de ces concepteurs, cette politique de la ville n'était pas destinée à durer. C'est une affaire de quelques années, le temps de faire ces réhabilitations. Et ce sont les émeutes urbaines des banlieues lyonnaises, d'abord à Vénissieux en 1981, puis à Vaux-en-Velin en 1990, qui ont installé les banlieues durablement sur le devant de la scène médiatique et partant dans le paysage des politiques publiques, avec à chaque fois un effet d'accélération de ces émeutes dans le niveau de la réponse publique apportée. L'autre élément déterminant dans ces années 80, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, avec des élus locaux très engagés qui s'attaquent à la question des banlieues dans une idée de transformation urbaine, mais aussi
d'émancipation sociale et démocratique, impliquant les mouvements d'élection populaire, qu'incarne bien, par exemple, quelqu'un comme Hubert de Vedoux, qui était le maire de Grenoble et qui a été le premier président de la Commission nationale de développement social des quartiers, qui est en fait la première grande administration historique de la politique de la ville en 1981. Alors ensuite, dans les années 80, on assiste à la structuration de ces politiques publiques, c'est ma deuxième période, avec donc la création de la Commission nationale de développement social des quartiers, dont je viens de parler en 81, et puis la publication de rapports qu'on appelle fondateurs. Le premier, c'est celui d'Hubert de Vedoux lui-même, qui portait sur le développement social des quartiers, qui s'appelait Ensemble refaire la ville. Alors c'est pas le même que celui de la Direction générale de l'ANRU, qui ensemble refaire ville, même si évidemment il y a une inspiration dans cette affaire. Celui de Gilbert Bonnemaison, le maire de Pinay-sur-Seine, sur la prévention de la délinquance, qui s'appelait Face à la délinquance, prévention, répression, solidarité, et qui installe un modèle de prévention sociale, je dirais un modèle français de prévention de la délinquance. Et puis le troisième n'est pas rédigé par un élu, il est rédigé par Bertrand Schwartz, et il porte sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, car évidemment la jeunesse est dès l'origine un sujet majeur compte tenu de la démographie des quartiers. Le volet urbain, quant à lui, est incarné par la mission Banlieue 89, qui est pilotée par les architectes Roland Castro et Michel Cantel-Dubar et qui est rattachée directement au Premier ministre. En 1988, on fusionne toutes ces instances et on crée la délégation interministérielle de la ville, qui est l'ancêtre de l'ANCT actuelle, pour sa partie politique de la ville. En 90, François Mitterrand crée un ministère de la ville, dont le premier titulaire sera Michel Delbarre, qui a rang de ministre d'État, c'est-à-dire le deuxième dans le rang protocolaire des gouvernements. Ce qui en dit assez long sur l'importance qu'on donnait à cette politique à l'époque. Et c'est dans cette période qu'on lance les outils qu'on connaît aujourd'hui. On lance les premiers contrats de ville, c'est la circulaire Rocard de 89. On crée la dotation de solidarité urbaine. On vote la loi d'orientation pour la ville, qui sera complétée ultérieurement par la loi SRU, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui oblige les communes à construire au moins 20% de logements sociaux sur leur commune, dans un objectif de mixité sociale et qui sera porté plus tard à 25%. Alors, il faut rappeler aussi que la politique de la ville, elle est contemporaine des lois de décentralisation de 1981 et 1982, et donc du renforcement du pouvoir des maires. Auparavant, les maires avaient peu ou pas de compétences pour agir en matière de logement et d'urbanisme sur leur ville. C'était l'État et son bras armé qui était la Caisse de dépôt. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu en quelque sorte une coïncidence entre la mise en place d'une grande politique sociale pour les banlieues, dont je viens de parler il y a un instant, et la volonté de modifier en profondeur les modes d'intervention de l'État, que la politique de la ville va en quelque sorte incarner avec sa méthode, alors qui a été théorisée par des chercheurs, Jacques Donzelot et Philippe Estève, par la formule l'État animateur, mais en tout cas par de nouveaux instruments. Donc, le principe du contrat, donc signé entre les maires et l'État, mais aussi avec d'autres partenaires, la transversalité des approches qui combinent les intentions sociales, les intentions urbaines, les stratégies dites place, c'est-à-dire qui visent à intervenir sur les lieux, les stratégies dites people qui visent à intervenir pour les gens, et puis le principe d'une territorialisation des actions sur la base d'une géographie prioritaire. Et un des épisodes clés va être le pacte de relance pour la ville de 1996, je dis bien 96, qui crée les zonages avec les premières zones urbaines sensibles, les zones de redirection urbaine, les zones franches urbaines, qui classent les quartiers prioritaires d'intervention de 1 à 750 en fonction d'un indice scientifique d'exclusion qui combinait plusieurs indicateurs et qui était croisé avec le potentiel fiscal des communes. Et donc tout ça étant défini au niveau national, ça ne sera pas toujours le cas. Les modes de désignation des quartiers prioritaires ont aussi été fait l'objet, à certaines périodes, d'une concertation directe entre l'État et les maires. Alors cette étape s'accompagne d'une professionnalisation des intervenants avec l'émergence de nouveaux métiers. Du côté de l'État, c'est l'arrivée des sous-préfets villes. Du côté des associations et des comités locaux, rapidement des chefs de projet qui historiquement étaient comandatés par l'État et qui ensuite sont devenus rapidement intégrés dans la fonction publique territoriale. Dans les années 2000, on créera plus tard les adultes relais qui sont mis à disposition des associations. Toujours dans cette première période de structuration, j'insiste sur le fait que la participation des habitants et plus généralement l'appui à la société civile, aux associations sur le terrain,
a été vraiment un principe fondamental de la politique de la ville. Et que même s'il y a eu des fluctuations, ça a perduré depuis 50 ans. On peut voir là, évidemment, le prolongement des luttes urbaines des années 70, comme celle de l'Almagar à Roubaix, qui est assez célèbre, et puis l'influence aussi de courants de pensée favorables aux expérimentations sociales et citoyennes, incarnées par Hubert de Bedou, j'en ai parlé. Hubert de Bedou, qui considérait que c'était dans les quartiers populaires que s'inventerait le vivre ensemble de demain, mais aussi par des hauts fonctionnaires. Je pense notamment à Robert Lyon, le directeur général de la Caisse des dépôts, ayant accompagné la petite ville depuis quasiment son démarrage. Plus globalement, comme vous le savez encore mieux que moi, la politique de la ville a généré une multitude d'actions locales de solidarité qui ont été en partie capitalisées et dont il est évidemment important de conserver la trace dès lors qu'on veut faire l'histoire de cette politique publique. Plus récemment, il faut citer le rapport confié par le ministre de la Ville, François Lamy, en 2013, à Mohamed Mechmach et Marilène Daquet, au titre évocateur, puisqu'il s'appelait « Ça ne se fera plus sans nous » pour une réforme radicale de la politique de la ville. Et puis, il faut souligner aussi l'importance de la marche pour l'égalité et contre le racisme d'octobre 1983, qui vient porter de nouveaux espoirs et qui met à l'agenda politique la reconnaissance des jeunes issus de l'immigration et la lutte contre les discriminations. J'en arrive maintenant à ma troisième période, et ma dernière période, pour ne pas être trop long. C'est ce que j'appelle les évolutions plus récentes. Alors, en histoire, récent, c'est 20 ans. Hein. Donc, tout en conservant ses principes d'action, j'ai essayé de le dire, la politique de la ville a quand même connu un certain nombre d'évolutions structurantes, même si, évidemment, d'un point de vue historique, on manque de travaux à partir de ces années-là. Puis c'est une politique qui continue toujours à s'écrire. Bon, avant de donner ces deux ou trois évolutions structurantes, je dirais qu'il faut aussi dire que la politique de la ville a survécu aux différents changements. On verra si c'est toujours le cas l'an prochain, mais en tout cas, même si la place du ministre de la ville lui-même a varié dans la hiérarchie gouvernementale, et si le poids politique des personnalités qui l'ont incarné n'a pas été évidemment le même, cette politique a toujours été reconduite. Malgré cette permanence, il ne s'agit pas pour autant d'une politique consensuelle. Et dans les réalités, son portage était très différent selon les périodes et selon les majorités politiques. Je dirais qu'elle était plus fortement affirmée sous les gouvernements de gauche, Jean-Louis Borloo constituant une exception très notable, évidemment, dans l'autre camp. Alors, maintenant, du point de vue des évolutions. La première, c'est qu'on assiste à un changement d'échelle qui avait d'ailleurs démarré avant les années 2000, dès les années 90, avec le passage de la politique dite de DSQ, développement social des quartiers, à une politique dite de DSU, développement social urbain, qui visait à intégrer les quartiers dans une stratégie urbaine beaucoup plus large. Mais le développement de l'intercommunalité, qui favorise la solidarité entre les communes, une même agglomération en matière de transport, en matière de logement, d'équipement, de culture, etc., va accentuer ce mouvement avec, d'une part, les lois Chevènement et Voynet de 1999, et puis plus tard, la loi Lamy de 2014, qui rend obligatoire le pilotage des contrats de ville par les établissements publics de coopération intercommunale. Au-delà du développement de l'intercommunalité, je signerais quand même une évolution qui s'est développée dans les années récentes, qui vise à intégrer la politique de la ville dans une stratégie plus globale, prenant en compte aussi bien les villes moyennes, les petites villes, les territoires ruraux, qu'incarne bien la création d'institutions nationales comme le CGET, puis aujourd'hui l'Agence nationale de la cohésion des territoires au sein de l'État. Deuxième élément d'évolution depuis ces dernières années, c'est que la politique de la ville s'est donc de plus en plus structurée, de plus en plus technicisée et a étendu son champ d'intervention. On est passé, par exemple, de 170 quartiers DSQ en 1984 à près de 1600 quartiers prioritaires aujourd'hui. Et on a vu apparaître, avec la loi Lamy de 2014, de nouveaux territoires qui ne sont plus seulement des quartiers de Bar et de Tours. On a vu apparaître par exemple, des départements comme l'Ariège, la Creuse ou le Gers, sur la base d'un critère unique de concentration de la pauvreté urbaine. Cela dit, la politique de la ville n'a jamais eu une géographie homogène. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de points communs entre les anciennes ZUP des grandes métropoles, les centres anciens dégradés des villes moyennes ou des petites villes du midi de la France, les territoires d'outre-mer qui relèvent peut-être davantage de résorption de l'habitat insalubre, les territoires ruraux gagnés par l'étalement urbain. Alors attention à ne pas avoir cette idée, enfin je sais que le compas est là, donc de toute façon,
il le dira beaucoup mieux que moi, mais ça reste une géographie du logement social, mais il y avait beaucoup de différences dans le territoire. Dans le même temps, on a développé aussi toute une série de programmes et de dispositifs qui couvrent tous les domaines thématiques, l'habitat, l'éducation, la prévention de la délinquance, la santé, la culture, l'économie et l'emploi, pour, on va dire, compenser ou au moins adapter les dispositifs de droit commun à la situation des habitants des quartiers et rétablir, je dirais, un peu l'équilibre. À vrai dire, peu ont fait l'objet d'un vrai pilotage interministériel, contrairement aux objectifs affichés par l'État, à l'exception peut-être de la prévention de la délinquance au début, dans les années 80, mais qui depuis, ça s'est arrêté puisque cette politique a été transférée en termes de pilotage au ministère de l'Intérieur seul, ou les cités éducatives, qui sont copilotées avec le ministère de l'Éducation nationale et avec les maires. On a vu développer aussi des programmes qui répondent à des problématiques nouvelles, telles que le plan de formation aux valeurs de la République et à la citoyenneté, et il y en a beaucoup d'autres. La dernière grande évolution, c'est dans les années 2000, évidemment, c'est le basculement majeur qui se produit avec la loi Borloo de 2003 et la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine en 2004, qui lance, avec le concours notamment des acteurs du 1% logement, un programme de transformation urbaine à grande échelle, qui vise à apporter plus de mixité fonctionnelle, plus de mixité sociale dans les quartiers. Jean-Louis Borloo pensait qu'on avait tout essayé, sauf la transformation urbaine lourde. Et comme il a été maire, il avait vu chacun qui se renvoyait la balle lorsqu'il était à Valenciennes. Et donc sa volonté, ça a été de créer un nouveau guichet, un guichet unique, établissement public industriel et commercial, en sortant le budget de la rénovation urbaine du budget de l'État. Et il faut bien reconnaître que ce dispositif a été très, très, très largement plébiscité par les élus locaux eux-mêmes. Depuis la création de l'ANRU, je crois qu'on peut dire, même si l'ANRU a toujours affiché un objectif social, que l'ANRU donne une place prépondérante au volet urbain, détriment peut-être du volet social traditionnel, au moins en termes d'efforts financiers, et à organiser une forme de séparation des deux gouvernances, au moins au niveau national. Au niveau local, ça dépend vraiment des territoires et de la volonté des maires et des agglomérations. L'ANRU met fin au tabou de la démolition, même si cela avait commencé avant, sous le gouvernement socialiste de Marie-Noëlle Lienemann. Donc, c'est 550 quartiers qui sont concernés par le premier programme, qui comprend des démolitions, des reconstructions, des réhabilitations. C'est 14 milliards d'euros. Et ce premier programme, largement abondé financièrement, sera suivi d'un second, qui sera tout aussi massivement plébiscité par les élus, et maintenant d'un troisième qui a été annoncé, puisque le Premier ministre l'a annoncé récemment. Alors, évidemment, on ne peut pas nier que ce programme a changé incontestablement l'aspect physique des quartiers, a beaucoup œuvré pour le désenclavement d'un certain nombre d'entre eux, pour le changement d'image, mais évidemment n'a pas transformé forcément la situation sociale de leurs habitants. Mais ça, c'est un grand débat sur lequel j'imagine que les acteurs de la politique de la ville continuent de réfléchir. Pour conclure, je dirais que dans la période récente, on manque de recul. On peut simplement mentionner qu'après le mouvement de protestation des maires de 2017, au début du quinquennat Macron, contre les diminutions de crédits intervenues en cours d'année et qui ont débouché sur l'organisation des États généraux de Grigny. Il y a eu ensuite la remise controversée du rapport Borloo, mais aussi un plan national de mobilisation pour les habitants des quartiers en 2018, à l'été 2018, avec notamment le lancement des cités éducatives, qui est le dispositif le plus connu. On voit cependant que la politique de la ville a tendance à être moins présente dans le discours politique. Et on sent en tout cas, de mon point de vue, une hésitation entre un discours qui prône d'un côté l'égalité des chances et de l'autre les risques de séparatisme social. La politique de la ville a toujours fait l'objet de débats, car son objet est éminemment politique et pas seulement technique. Évidemment, on ne peut que souhaiter que les prochaines échéances permettent de les éclairer. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Merci beaucoup, Michel Dédier. N'hésitez pas à nous écrire dans l'onglet conversation si vous avez des questions à poser à Michel Didier, puis on y reviendra à la fin du webinaire. Merci beaucoup, Michel Didier, pour ce panorama historique qui permet de retracer
voilà, les grandes évolutions de la politique de la ville et qui nous permettent de mieux comprendre certains éléments de la politique de la ville aujourd'hui. Et justement, en 2024, donc plus récemment, les territoires politiques de la ville ils se sont réengagés avec l'État sur un nouveau cycle de contractualisation. Ce sont les contrats de ville engagement quartier 2030 qui courent de 2024 à 2030. Là-dessus, Laurence Léjoie de PQNA, est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre législatif et réglementaire s'inscrivent ces contrats de ville 2024-2030 et quelles en sont les grandes actualités réglementaires à connaître? Je vais repartager mon écran. Oui, alors sur ce point du cadre d'action, on va dire, notre ambition ici n'est vraiment pas de faire un décryptage complet parce qu'il y a beaucoup de textes et on n'aurait absolument pas le temps de le faire. Ce n'est pas ce qu'on voulait faire, mais simplement, on voulait vous donner quelques repères et surtout vous dire que vous pouvez trouver l'ensemble des textes qu'on a classés et essayer de structurer un peu par thématique sur le site de PQNA. Quelques repères quand même. Donc, Michel Didier parlait tout à l'heure de la loi Lamy de 2014. Cette loi demeure aujourd'hui le cadre législatif de référence de la politique de la ville. Il y a eu une nouvelle contractualisation qui a démarré début 2024, mais cette loi n'a pas été abrogée, elle est donc toujours en vigueur. Malgré cela, il y a quand même un certain nombre de textes qui sont venus depuis 2023, en 2024, encore en 2025, et puis cette année à nouveau, qui viennent apporter des éclairages nouveaux, voire certaines modifications à certaines dispositions de cette loi Lamy de 2014. Alors, cette nouvelle géographie prioritaire, on y reviendra tout à l'heure pour faire un petit focus sur la Nouvelle-Aquitaine, mais vous savez qu'il y a donc de nouveaux contrats de ville qui ont été, qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2024. L'esprit de ces contrats de ville, en tout cas tel que ça a été voulu par l'État, est un petit peu différent des contrats de ville précédents. C'est là-dessus qu'on voulait insister. Qu'est-ce qui est différent finalement dans cette génération de contrats de ville? Il y a d'abord une plus grande latitude qui est accordée au territoire, qui a été accordée au territoire au moment de l'écriture des contrats, donc dans pour que ces contrats soient véritablement le reflet de stratégie locale. C'était ça la principale évolution finalement dans cette génération-là. Avec finalement moins d'obligations de formalisme et une incitation vraiment de l'État au territoire d'inscrire les priorités du contrat de ville dans les priorités du territoire plus large. Une incitation aussi à rédiger des projets de quartier, c'est-à-dire à avoir une approche déclinée au plus près du local, de la vie des habitants et donc d'articuler ces contrats autour de stratégies quartier par quartier. Certains territoires s'en sont saisis, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, pas tous, il n'y avait pas de caractère prescriptif là-dessus, mais en tout cas, l'intention de l'État était celle-ci. On a maintenant aussi, avec certains des textes qui sont sortis en 2024, une meilleure visibilité sur le calendrier à venir des contrats de ville, donc qui seront en vigueur jusqu'à fin 2030, avec une étape de revoyure qui est prévue en 2027, l'année prochaine déjà, pour faire un bilan des 3 premières années et avoir un regard évaluatif sur ce qui s'est passé sur ces 3 premières années pour éventuellement aussi, et c'était quand même pour ça que ce calendrier a été construit de cette manière-là, pour donner la possibilité aux nouveaux exécutifs élus cette année de re-questionner éventuellement ces contrats de ville, la stratégie, de faire un point et puis de voir comment les territoires souhaitent se projeter sur la deuxième partie finalement de mise en œuvre des contrats de ville. Le principe de la participation citoyenne, Michel Didier disait tout à l'heure que c'est présent dans l'ADN de la politique de la ville depuis le départ. Ce principe qui figure, qui est inscrit assez fortement dans la loi Lamy, a été réaffirmé par différents textes,
depuis le démarrage des contrats de ville actuels en 2024. Donc ce principe est réaffirmé avec un certain assouplissement dans ses modalités de mise en œuvre malgré tout et une incitation à des territoires à accompagner également accompagner une variété de formes de participation citoyenne passe uniquement à travers le Conseil citoyen, bien que le Conseil citoyen reste une instance obligatoire comme il est précisé dans la loi. Et puis, bon, il y a des thématiques clés qui ont été mises en avant par l'État récemment, enfin depuis le lancement des contrats de ville actuels, le développement économique, la sécurité, la prévention de la délinquance, la question de l'investissement dans la politique de la ville, la santé mentale ou encore l'entrepreneuriat. Mais à l'intérieur de ces grandes thématiques qui sont poussées par l'État comme étant prioritaires, eh bien, il y a, comme je le disais, une latitude importante qui est laissée aux acteurs locaux pour définir une feuille de route et des priorités. Vous pouvez donc, comme je le disais, retrouver sur le site de PQNA notamment un article qui va vous permettre d'accéder aux différents grands textes réglementaires, notamment aux plus récents. On peut passer, Charlie, à la diapo d'après. Alors, les territoires prioritaires en France et en Nouvelle-Aquitaine, très rapidement, en 2024, on a une géographie prioritaire qui s'est élargie. Plus de quartiers sont entrés en politique de la ville et la population à l'échelle de la France en QPV a augmenté du fait d'un étalement de la pauvreté. Donc, c'est le résultat des calculs de l'INSEE et puis des négociations avec les territoires. On a donc aujourd'hui 1362 QPV en France métropolitaine et 222 dans les territoires ultramarins, ce qui représente pour la France hexagonale 8% de la population. Vous voyez qu'en Nouvelle-Aquitaine, on n'est pas sur ces niveaux-là de pourcentage. La population résidant en QPV ne représente que 3,7% de la population. Et donc, ce qui m'amène à dire que la politique de la ville pèse relativement peu en Nouvelle-Aquitaine. Charlie, on reviendra sur cette slide après, mais si tu veux bien passer à la slide qui est juste après. Voilà, vous voyez d'un coup d'œil la répartition de la population résidant en QPV à l'échelle de la France. On voit bien très rapidement que la région Nouvelle-Aquitaine pèse beaucoup moins que d'autres régions, que la politique de la ville pèse moins en Nouvelle-Aquitaine que d'autres régions. Malgré tout, et on peut revenir, Charlie, à la slide d'avant. Malgré tout, on a des territoires politiques de la ville en Nouvelle-Aquitaine qui sont marqués par une précarité très forte. On y reviendra tout à l'heure avec Hervé Guéry du cabinet de Compas. Donc ça concerne la politique de la ville 26 EPCI et 46 communes, donc 26 contrats de ville dans notre région, pour un total de 83 QPV. Il n'y a pas eu de quartier sortant en 2024 dans notre région, deux quartiers entrants. Et beaucoup de quartiers, une majorité de quartiers qui ont évolué dans leur périmètre, plutôt dans le sens d'un agrandissement d'une manière générale, pour schématiser. Un taux de pauvreté qui s'établit en moyenne à 44%, mais avec des écarts très forts, puisque c'est un taux de pauvreté, ce taux de pauvreté peut monter jusqu'à 65% dans certains des QPV de la région. Et puis, Michel Didier le disait tout à l'heure aussi, on a des réalités territoriales qui sont très variées en Nouvelle-Aquitaine. Oui, on a ces fameux quartiers de grands ensembles, un peu les quartiers historiques, un peu traditionnels de la politique de la ville, mais on a aussi beaucoup de petits quartiers politiques de la ville, de centres anciens dégradés, des quartiers mixtes aussi, qui sont implantés dans des environnements urbains, mais aussi dans des environnements très ruraux. On sait que évidemment, vous le savez, que la région Nouvelle-Aquitaine est une des régions françaises qui est fortement marquée par la ruralité. Et donc, on a ces configurations particulières de territoire qui amènent des enjeux et des réponses variées. Je crois qu'on avait une question. Oui. Alors, le nombre de poches de pauvreté. Ah, mais c'est une excellente question, Laurine. Oui, nous avons le chiffre, mais là, je ne l'ai pas en tête.
évidemment, mais je vais vous le dire tout à l'heure. Je te répondrai, Laurine, enfin, je répondrai à tout le monde. Dans le chat, j'ai le chiffre quelque part, il faut que je cherche dans un de mes dossiers. Et concernant le statut des poches de pauvreté, il est défini dans une des circulaires qu'on a partagées, qui est disponible sur notre site, donc on pourra vous préciser ça également. Je reviens vers vous tout à l'heure avec des réponses à ces questions-là. On peut passer, Charlie, à la carte d'après de la Nouvelle-Aquitaine très rapidement. Donc les 83 QPV, ils se répartissent de cette manière-là. Ça représente 225 000, un peu plus de 225 000 habitants. On peut passer sur les 12 départements sont concernés. Je disais qu'il y avait 26 EPCI, donc 26 contrats de ville en Nouvelle-Aquitaine. PQNA a réalisé en 2024 une analyse régionale de ces 26 contrats de ville. On est allé regarder dans ces contrats à la fois la manière dont ils avaient été fabriqués, les modèles de gouvernance, les modalités de participation citoyenne, les signataires, la mobilisation du droit commun. Et puis, on est allé regarder aussi et analyser les contenus de ces contrats, donc quelles priorités, quelles actions, comment les territoires se projetaient sur cette période de 2024-2030. Si vous souhaitez consulter, évidemment, on ne va pas pouvoir vous en faire une synthèse là maintenant parce que c'est beaucoup de matière, beaucoup d'informations, mais si vous voulez consulter cette analyse régionale, elle est en ligne sur notre site internet. Vous voyez la petite capture d'écran ici. Donc, vous pouvez accéder à toutes les ressources. On avait fait un webinaire pour vous partager les résultats de cette analyse régionale. Et bien sûr, Charlie et moi sommes à votre écoute si vous souhaitez avoir des informations plus précises sur ce qui ressortait de cette analyse des contrats de vie. Merci Laurence, j'ai mis tous les liens dans la conversation, donc vous pourrez les retrouver et on vous partagera aussi tous ces liens dans un article de restitution dans lequel figurera l'enregistrement du webinaire. Donc, pas de souci, si vous ne les avez pas tous notés, on vous les remettra. On constate donc que la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine, ce sont des territoires et des réalités assez différentes géographiquement. Mais tous ces territoires comportent de fortes vulnérabilités et avec des enjeux qui sont spécifiques au quartier politique de la ville. Et justement, ça fait peut-être une bonne transition pour accueillir Hervé Guéry, directeur du cabinet Le Compass, spécialisé dans l'analyse et l'observation sociale des territoires. Bonjour Hervé, merci d'être parmi nous. Quelles sont d'après vous les données, d'après les données que vous avez observées et que vous allez nous présenter, quels sont d'après vous les enjeux et les spécificités des QPV et plus particulièrement des QPV en Nouvelle-Aquitaine? Eh bien voilà, je vais vous partager mon écran en espérant que tout marche bien. Vous me direz si vous voyez quelque chose. Oui, ça va? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, j'espère que tout va rester. Donc, en effet, ce que je vais essayer de vous faire là dans les 25 minutes qui suivent, ça va être de vous présenter en effet quelques grands enjeux, quelques grandes orientations concernant les réalités des quartiers. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et notamment la diversité de ces réalités. Puisqu'au sein, en effet, de la région Nouvelle-Aquitaine, on a une très, très grande difficulté au sein des quartiers. Alors, justement, dans les chiffres un peu clés, ce que j'ai essayé, c'est de faire ressortir quelques éléments un peu flash qui questionnent, qui interrogent et qui peuvent éventuellement, d'ailleurs, participer à une réflexion autour des grandes orientations autour de la politique de la ville, je l'espère en tout cas. Donc, je voulais tout d'abord commencer, notamment en m'adressant aux nouveaux élus, à la question de, bah oui, la politique de la ville, en effet, pourquoi quoi, puisqu'on a notamment
fait une approche concernant la politique de la ville qui était une approche orientée sur la question de la pauvreté. Et j'ai entendu à de multiples reprises des élus m'interpeller en disant bah oui, mais de toute façon, la pauvreté, il n'y en a pas que dans les quartiers prioritaires. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse plus particulièrement aux habitants de ces quartiers et non pas à tous les habitants en situation de vulnérabilité, de fragilité qu'on peut avoir dans nos cités? Et notamment, je l'ai beaucoup entendu sur tout ce qui était dispositif de réussite éducative ou autre. Alors, mais aussi politique de la ville en général. Alors, je voulais juste rappeler quelques petits éléments quand même. On a vu tout à l'heure 3,7% de la population de Nouvelle-Aquitaine qui vit en quartier prioritaire. C'est 4% de tous les 15 ans et plus qui sont non scolarisés et puis qui sont sans diplôme. En gros, on a une surreprésentation des personnes sans diplôme, mais on a aussi une très très forte sous-représentation puisque c'est seulement 1% de toutes les personnes qui ont fini leurs études et qui ont un diplôme plus haut niveau de formation, on va dire Bac+2 ou plus. Mais c'est aussi 12% de la population immigrée. Michel Didier en a parlé un petit peu tout à l'heure dans les effets du peuplement à partir de la fin des années 70 dans les quartiers prioritaires, mais c'est une réalité très très importante sur laquelle il convient aussi, et je m'arrêterai un tout petit peu dessus tout à l'heure, pour s'interroger notamment sur le type de réponse qu'on peut apporter par rapport à une population migrante qui est 4 fois, en proportion, 4 fois plus présente dans les quartiers qu'elle ne l'est à l'extérieur. C'est aussi la question du surpeuplement, alors qui est un sujet malheureusement un peu trop oublié. Alors, ce n'est pas le logement surpeuplé là qu'on regarde, c'est la part des enfants qui vivent dans un logement surpeuplé. Et pour moi, c'est un des indicateurs clés sur lesquels on a pu travailler ces dernières années parce qu'il est source d'une inégalité la plus profonde, c'est celle des enfants, tout simplement, de l'inégalité par rapport à la réussite scolaire, de l'inégalité pour les parents aussi, par rapport aux questions notamment d'exercice de la parentalité. Et puis, donc on voit bien, c'est 6 fois plus important, quoi. Bon, on a inévitablement dans nos quartiers beaucoup d'enfants qui vivent dans des situations de surpeuplement. C'est 12% des populations qui sont en situation de pauvreté sur toute la région, 4 fois plus que ce qu'on observe bien évidemment, mais ça c'est aussi comme ça qu'on a fait les contours, donc c'est pas surprenant. C'est seulement 1% de tous les cadres de la région, c'est 15% de tous les chômeurs qui sont sans voiture, et la question de la mobilité, on l'a abordé aussi, et je crois que c'est vraiment un des enjeux clés, on l'a vu tout à l'heure par rapport à une action sur Limoges, je crois, financée par la région. Et puis c'est aussi 12% des femmes, alors excusez-moi pour le X, j'ai oublié de l'enlever, des femmes au foyer. Alors là, c'est pas un terme que j'aime, mais c'est celui qu'a l'INSEE. Donc ça veut dire que globalement, 12% de toutes les femmes qui sont en âge d'être actives, mais qui ne sont pas en situation d'activité professionnelle ou d'études, eh bien, vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est 3 fois plus que ce qu'on peut trouver tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça va être un des points sur lesquels je m'arrêterai plus précisément. Alors, la question du pourquoi de la politique de la ville, je trouve intéressant de se la poser aussi par rapport à là, j'ai pris 2 indicateurs, mais on aurait pu en prendre plein d'autres. Puis d'ailleurs, vous verrez indirectement dans tous les indicateurs que j'ai présentés, on a des choses qui relèvent un petit peu de cette logique-là, qui est le fait de dire qu'à atout équivalent en main, qu'à situation sociale équivalente, eh bien, globalement, quand j'habite un quartier, mon parcours est plus complexe, plus difficile, et j'ai un petit peu plus de mal à trouver une situation, on va dire, un peu plus favorable. Alors attention, on va prendre la partie droite, là, par exemple, sur la question du chômage. Si on regarde la déclaration que font les habitants des quartiers au moment du recensement de la population, ce qu'on observe, c'est que dans nos quartiers politiques de la ville, eh bien 29%, c'est la petite barre que vous avez en haut, 29% des habitants des quartiers politiques de la ville se disent, quand ils sont d'âge actif, en situation de recherche d'emploi, quand ils n'ont pas de diplôme, et quand on est hors QP, eh bien c'est 18%. Donc on voit bien qu'on est dans un ratio qui est de 1 à 1,7 à peu près. Quand j'ai un diplôme de l'enseignement supérieur, c'est 20% ma probabilité d'être au chômage quand j'habite un quartier prioritaire et seulement 7% à l'extérieur. Alors, ce qu'on observe, c'est que d'avoir un diplôme, par exemple, de l'enseignement supérieur et quand on habite un quartier, nous amène à une probabilité d'être au chômage qui est plus forte que si je n'ai pas de diplôme et que j'habite à l'extérieur des quartiers. Donc là, on voit bien qu'avec atouts en main équivalents, alors les diplômes ne sont peut-être pas forcément les mêmes, mais quand même, entre quelqu'un qui a un diplôme d'enseignement supérieur et quelqu'un qui n'en a pas, qui n'a pas de diplôme, si vous voulez, on voit bien qu'on est dans une situation qui est quand même pas la même, et pour autant, on a une probabilité d'être au chômage plus forte. Là, on pourrait éventuellement approcher la question de la discrimination, mais sur lequel on reviendra, si vous le souhaitez, ultérieurement. Et puis, alors, c'est pour moi un des éléments qui explique l'effet quartier.
Alors, ça peut être plein de choses, hein, et notamment, on peut expliquer ça par la question de la mobilité dont je parlais tout à l'heure, qui peut être tant parce que je n'ai pas de moyen de me déplacer que pour la mobilité d'ordre psychologique. C'est aussi un sujet. Ça peut être la question de la discrimination à l'emploi, puisqu'on a vu qu'on avait une plus forte proportion de population migrante dans les quartiers qu'à l'extérieur. C'est aussi des personnes qui viennent de l'étranger et qui ont un diplôme qu'ils ont obtenu à l'étranger et qui n'est pas forcément reconnu ou valorisé en France. Vous avez sur la partie gauche l'orientation post-troisième. Alors là, c'est en plus hyper intéressant parce qu'on a eu les chiffres mis à jour la semaine dernière. Donc là, c'est vraiment les dernières données. Hein, on les a toutes retravaillées spécifiquement pour vous aujourd'hui. Et donc, ça nous donne, en gros, par catégorie sociale, vous avez en haut la petite explication par catégorie sociale, la probabilité d'un enfant d'avoir une orientation en lycée pro selon la situation sociale des parents. On voit, par exemple, si je prends la Nouvelle-Aquitaine, on voit un petit 7% sur la barre plus claire. Ça veut dire 7% des enfants qui sont dans une catégorie de ménage dite très favorisée au sens de l'éducation nationale ont une orientation en lycée pro. C'est 20% pour un enfant qui vit dans un milieu social favorisé. C'est 29% pour un enfant qui vit dans une situation sociale dite intermédiaire. Et c'est 44% quand l'enfant est défavorisé. Ça, c'est une réalité, c'est du Bourdieu, c'est tout ce que vous voulez. C'est en tout cas, dis-moi ce que font tes parents, dis-moi la situation de tes parents et je te dirai un peu l'orientation que tu auras post-troisième. Je reviendrai sur cette question-là. Dans mon propos, il n'est absolument pas question de dénigrer ou de dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise orientation, simplement d'observer cette différence qu'on a par catégorie sociale, mais sur laquelle, en tant qu'acteur de la politique de la ville, on n'a pas beaucoup de leviers. Par contre, là, on en a, c'est de regarder les QP de la Nouvelle-Aquitaine, et là, c'est des barre de gauche, hein, sur la partie à gauche. Et vous voyez bien que c'est plus 7% pour les milieux très favorisés, mais c'est 20%. C'est plus 20% pour les milieux favorisés, mais c'est 36%. C'est plus 29% pour les milieux intermédiaires, mais c'est 44%. Et c'est plus 44% pour les enfants de milieux défavorisés, mais c'est 51%. Et au total, comme on a une surreprésentation, bien sûr, dans les quartiers d'enfants défavorisés ou intermédiaires, et bien globalement, ça nous fait un total de 46%. Quasiment un enfant sur deux des quartiers. Quand il arrive en lycée, eh bien, il a une orientation plutôt en lycée, équivalente en lycée professionnel qu'en lycée d'enseignement général. Alors, là encore, on voit qu'à situation sociale équivalente, puisqu'on dit que c'est souvent la situation sociale qui explique, et là, en l'occurrence, on voit bien, il n'y a pas besoin de le démontrer plus que ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais les quartiers renforcent un peu cette réalité aussi en amplifiant l'orientation vers du lycée pro. Et dans les deux cas, pour moi, c'est l'effet quartier, et c'est là aussi la légitimité, l'enjeu qu'on a de la politique de la ville par rapport à des quartiers sur lesquels on a beaucoup d'enfants qui sont dans la même situation sociale, qui se ressemblent et qui, quelque part, peuvent se retrouver aussi dans les mêmes écoles, et même certainement se retrouvent dans les mêmes écoles, et il y a un effet qui est peut-être un effet d'absence de mixité sociale, d'absence de diversité, et qui fait une orientation plus vers du lycée d'enseignement professionnel que du lycée d'enseignement général, en tout cas au regard de ce qui existe à l'extérieur, enfin pour les autres enfants dans les autres quartiers. Un des enjeux forts de cette question de l'orientation post-troisième, c'est notamment l'importance des stages. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est lycéen en enseignement général, c'est 2 semaines de stage à la fin de la seconde. Quand on est en lycée d'enseignement professionnel, ça peut même monter jusqu'à 20 semaines de stage sur les 3 années. On va du simple au décuple. Or, je m'adresse à tous les parents qui ont des ados ou qui en ont eu pour leur demander comment leurs enfants ont trouvé leur stage, si jamais vous n'êtes jamais intervenu pour les aider, jamais intervenu pour leur donner un petit coup de relation en disant tiens, je vais appeler un tel qui va te prendre. Bien évidemment, c'est quasiment à chaque fois, il y a une aide des parents, sauf que quand on est enfant dans un quartier politique de la ville, on a une probabilité d'avoir un parent qui a un emploi, on va dire, à responsabilité, qui pourrait éventuellement avoir du réseau qui est beaucoup plus faible. Et donc, résultat, on voit bien qu'on en demande beaucoup plus aux enfants des quartiers qu'aux autres, et alors qu'on a beaucoup moins de ressources. Et c'est pour moi, d'ailleurs, un des enjeux de la politique de la ville. J'ai toujours rêvé que dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, on ait un bureau des stages, parce que c'est vraiment une injustice flagrante. Et combien de jeunes abandonnent leur parcours en lycée pro parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le stage et qu'ils n'arrivent pas, au bout d'un moment, à valider leur classe, leur année, ou leur diplôme en fin de période, puisqu'il faut quand même qu'ils aient fait un certain nombre de stages pour pouvoir le valider. Donc ça, c'était simplement 2 petits indicateurs sur l'effet quartier. Je vais reprendre maintenant quelques enjeux autour de la politique de la ville. Et le premier, c'est celui du vieillissement.
Et là-dessus, enfin, moi, je peux dire que je suis comme tout le monde. Hein. Quand j'ai commencé, pas quand j'ai commencé, puisque moi, j'ai commencé en 89 à travailler sur la politique de la ville, mais en 2000, quand on travaillait sur un peu la projection, je disais, oh là là, dans les quartiers politiques de la ville en 2020-25, la grande angoisse qu'on aura, ça va être tous ces seniors avec leurs cannes qui vont être assis devant les cages d'escalier et qui empêcheront les jeunes de pouvoir y rentrer. Parce que on va avoir plein de seniors. Or, quand j'observe aujourd'hui la répartition des jeunes et des seniors dans les quartiers prioritaires, on peut regarder ici sur les QP de la Nouvelle-Aquitaine, quand vous prenez la partie plus claire, les 60-75 et les 75 ans et plus, c'est 21% de la population. À l'extérieur des quartiers, en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, ce qu'on observe, c'est que c'est globalement 32% de la population. 21, 32, enfin, vous voyez la différence quand même. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que le vieillissement, il s'est développé de manière très très forte à l'extérieur des quartiers et relativement peu dans les quartiers. Et de l'autre côté, la part de l'enfance, donc on va dire les moins de 25 ans, enfance-jeunesse, eh bien globalement c'est 39, allez on va dire 37, allez, quasiment 4 enfants sur 10, enfin 4 habitants sur 10 qui ont moins de 25 ans à l'extérieur des quartiers en Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que c'est 27%, un peu plus d'un enfant sur 4. Donc, on voit bien, enfin, un peu plus d'un habitant sur 4 qui a moins de 25 ans. On voit bien qu'on est dans une réalité qui est complètement différente. Alors, on parle beaucoup du vieillissement, qui est une réalité. On a plus de seniors aujourd'hui qu'on en avait avant. Mais par rapport à ce qu'on observe à l'extérieur, par rapport à un ratio, un indice de jeunesse entre les seniors et les jeunes, eh bien, la situation des quartiers n'a rien à voir, absolument rien à voir. Et s'il y a une priorité d'âge aujourd'hui à définir, on le voit bien qu'elle reste quand même dans l'enfance et la jeunesse, puisque c'est là qu'on a le volume le plus important. Et par rapport aux indicateurs que je vous montrais avant, c'est là qu'on voit aussi qu'on a un chemin à parcourir qui est énorme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser aux seniors, loin de là, bien au contraire, mais simplement pour dire, on n'a pas le vieillissement qu'on escomptait. Et là-dessus, on pourrait en reparler, mais il y a plein d'éléments qui l'expliquent. Je pense notamment à des mobilités, un post-60 ans, où on a des départs, on a du retour au pays d'ailleurs pour certaines personnes, on a des départs vers d'autres quartiers, et puis on a aussi un phénomène de décès prématuré, je crois qu'il faut aussi l'aborder et le dire. La structure des ménages, et là aussi faire tomber une idée reçue. Oui, en effet, on a beaucoup plus de familles dans les quartiers qu'on en a à l'extérieur. Mais si aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, 39% des logements sont occupés par une personne seule, et ça c'est les chiffres de la NCT, je n'invente pas, c'est 50% dans les quartiers. 50% des logements des quartiers sont occupés par une personne seule, contre 39% à l'extérieur. Alors bien sûr, il y a plein d'explications à cela, et c'est un paradoxe, on a à la fois plus d'enfants et on a à la fois plus de personnes seules. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération. Alors, moi, je dis toujours, on a une catégorie de ménages qui nous fait défaut dans les quartiers, c'est les couples sans enfants, qui ne sont pas des personnes seules, puisque c'est un couple, donc ils sont deux, et qui n'ont pas d'enfants, puisque c'est un couple sans enfants. Et ces couples sans enfants qui sont aujourd'hui une population qui est très présente en France en général et qui se développe en nombre, parce que ce sont les quinquas, les sexagénaires, c'est-à-dire des ménages qui ont eu des enfants mais qui ne les ont plus à charge aujourd'hui, eh bien, globalement, dans les quartiers, c'est une catégorie de ménages qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, c'est bien dommage, puisque si vous regardez en France, c'est la catégorie de ménages qui a les niveaux de vie les plus forts. Et pour autant, on a une sous-représentation de cette catégorie de ménages, très très peu représentée dans les quartiers, et par contre, énormément de personnes seules dans les quartiers. La question de l'isolement résidentiel est une question importante, surtout quand elle se croise, et dans les quartiers, on sait qu'on a de l'isolement social, quand elle se croise avec l'isolement social, l'isolement résidentiel croisé avec l'isolement social, et dans nos quartiers, on a une population vivant seule qui est relativement importante. Et justement, ce qu'on a voulu regarder, et ça, c'est des indicateurs que nous, on a retravaillé au niveau du compas pour les quartiers politiques de la ville, et là, en l'occurrence, de Nouvelle-Aquitaine, c'est à gauche, vous avez les femmes seules, à droite, vous avez les hommes seuls, et c'est la part qu'ils représentent par rapport, dans chacune des tranches d'âge que vous avez, la part qu'ils représentent par rapport à l'ensemble de la population, des personnes vivant seules. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fin de compte, dans les quartiers politiques de la ville, on a aujourd'hui, comment est-ce que je pourrais dire, une surreprésentation pour les femmes des femmes âgées. Donc, vraiment, beaucoup de personnes seules chez les femmes sont des femmes âgées. Chez les hommes, on va retrouver plus d'hommes, on va dire, d'âge actif
hein, notamment des 30-60 ans. Et puis, un peu, enfin, par rapport à ce qu'on peut observer à l'extérieur, un tout petit peu plus de 60 ans et plus chez les hommes, alors que c'est beaucoup, beaucoup plus chez les femmes. Donc aussi, on le sait de toute façon, l'isolement des seniors est un isolement très féminin, hein. C'est peu d'hommes, mais c'est beaucoup, beaucoup de femmes. Par rapport à ce qu'on observe à l'extérieur, c'est qu'en fin de compte, la structure par âge des personnes isolées est assez différente. Des hommes plus jeunes, enfin plus 30, 60 ans dans les quartiers, alors qu'à l'extérieur des quartiers, c'est plutôt des plus jeunes. Chez les femmes, eh bien, c'est un peu pareil. Très peu de jeunes femmes isolées. Par contre, beaucoup de seniors isolés parmi les femmes isolées dans les quartiers. Et je voudrais juste dire, le fait d'avoir, comme on voyait tout à l'heure, 50% des logements occupés par des personnes seules, ça ne veut pas dire que 50% des gens qui vivent dans les quartiers vivent seuls, hein, surtout pas. Hein. C'est 50% des logements qui sont occupés par une personne seule. Vous voyez bien, quand dans un logement, vous avez 3 enfants et un couple, vous avez 5 personnes qui ne vivent pas seules. Donc, ça fait qu'un seul logement, mais 5 personnes qui ne vivent pas seules. Là, c'est bien un logement sur 2 qui est occupé par une personne seule. C'est complètement contre-intuitif, puisqu'on sait qu'au niveau national, c'est surtout les seniors qui sont concernés par l'isolement. Or, dans les quartiers, on en a un peu moins, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, c'est beaucoup d'étudiants qui vivent seuls en France en général. Et là, on le voit bien que dans les quartiers, on a moins d'étudiants qu'ailleurs. Donc, on a beaucoup de personnes seules, mais ce n'est pas les mêmes personnes seules que ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Les populations migrantes ou étrangères, ben oui, alors voilà, 2 notions différentes. La population étrangère, c'est le fait de ne pas avoir la nationalité française. La population migrante, je peux être migrant, bien évidemment, et avoir la nationalité française. J'ai pu l'acquérir au fur et à mesure de mes années de présence en France. Donc, la population migrante, être immigré veut dire être né de nationalité étrangère à l'étranger. Être de nationalité étrangère veut dire ne pas avoir la nationalité française. Ce qu'on observe dans les quartiers, c'est que vous voyez, on a 23% de population étrangère parmi l'ensemble de la population dans le quartier politique de la ville et 24%, quasiment 25%, 24,6% de population immigrée. À l'extérieur des quartiers, en Nouvelle-Aquitaine, ce qu'on observe, c'est 5,4%, vous le voyez, pour la population étrangère et 7% pour la population immigrée. Et quand on fait d'ailleurs un ratio entre ces 2 pourcentages, qu'on observe et on le retrouve partout dans les quartiers, proportionnellement à la population immigrée, on a beaucoup, beaucoup de populations étrangères, plus dans les quartiers qu'on en a à l'extérieur. C'est plutôt des personnes qui sont soit nouvellement arrivées, soit qui n'ont pas acquis ou qui n'ont pas pu avoir la nationalité française. Et on sait combien ça devient difficile aujourd'hui. Les familles monoparentales, autre point d'approche. Alors là, je ne vous apprendrai rien en disant qu'en Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, c'est beaucoup plus fort qu'au niveau national. Hein. On a, et là c'est les données CAF, on a 54% des familles allocataires CAF, donc ménages avec enfants, hein, qui sont des familles monoparentales. Donc une majorité des ménages avec enfants sont des familles monoparentales. C'est un taux beaucoup plus fort que ce qu'on observe sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais ce qui m'intéresse le plus, pour faire tomber quelques représentations, c'est ce petit graphique de droite, où bien souvent dans la tête, et moi il y a 7-8 ans, avant qu'on ait commencé à travailler là-dessus, j'avais cette même idée. La famille monoparentale, c'était une maman avec un petit, parce que j'étais resté sur l'API, l'allocation de parents isolés, etc., avec enfants de moins de 3 ans ou l'année qui suivait la séparation. Mais on était globalement sur cette idée, moi j'avais dans ma tête cette idée de famille monoparentale petit. Or, en réalité, si aujourd'hui 33% des moins de 3 ans vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont dans une famille monoparentale, on le voit, les 20-24 ans, par exemple, c'est 54%. Donc, plus l'enfant est âgé, puis ça s'explique très bien et ça se comprend, voilà, mais plus l'enfant est âgé, plus la probabilité d'être dans une famille monoparentale est forte. Et là encore, je réinterroge nos politiques publiques en disant tout simplement, on a énormément de politiques publiques sur la petite enfance, on fait très attention, et c'est logique, hein, les 1000 premiers jours, on a vraiment développé plein de choses, la PMI, bien sûr les modes d'accueil, les modes de garde, la scolarisation précoce, les instituts qui accompagnent les parents aussi dans la parentalité, voilà, les médecins, les pédiatres, on a quand même tout un ensemble de réseaux sur la petite enfance, les groupes de parole pour parents de petits-enfants. Mais quand on arrive à l'adolescence, on se rend compte que là, on a un grand vide. Qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui aux ados, ou à quoi les ados accrochent aujourd'hui dans les politiques publiques qu'on peut leur proposer?
ou leur offrir. Et qu'est-ce qu'on a comme accompagnement aussi des parents isolés, notamment par rapport à la question de l'adolescence. Et puis ça me permet directement de faire le lien, parce que monoparentalité dit aussi qu'un seul parent, et dit donc une seule probabilité d'avoir un emploi, au moins dans la famille qui est présente la plupart du temps. Le papa peut bien sûr intervenir aussi, si il le fait. Eh bien, on voit bien ici, par exemple, la question du stage, elle se pose de manière exponentielle pour ces parents isolés. Et là, on voit bien que c'est quasiment une fois sur deux, un enfant sur deux dans les quartiers qui est en situation de monoparentalité. Petite chose aussi pour faire tomber nos idées reçues, vous verrez ici dans les quartiers, alors sur l'ensemble des revenus décomposés, et ça c'est l'INSEE qui nous donne ça, on a 25% des revenus qui viennent des prestations. Alors, vous voyez, à chaque fois, je vous ai mis des noms de quartiers. En gros, c'est au-dessus, vous avez les 5 quartiers sur lesquels les taux sont les plus faibles, et puis les 5 quartiers sur lesquels on va retrouver les taux les plus forts, mais ça, c'est sur les revenus d'activité, ce n'est pas sur les prestations, c'est sur les revenus d'activité. Donc, à chaque fois, c'est les 5 plus forts, les 5 plus faibles, et ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure sur la diversité des quartiers. On voit bien qu'on a des taux, on va du simple au double, donc on a bien une grande diversité des quartiers. Mais je m'intéresse quand même globalement à cette moyenne de tous les quartiers, de nos 83 quartiers de PQNA. Eh bien, globalement, ce qu'on observe, c'est que si j'ai 25, globalement, quand j'ai 100 € de revenus ou 108 € de revenus, j'en ai 25 qui viennent des prestations sociales, mais j'en ai 55 qui viennent du travail. Et ça, c'est à dire et redire quand on parle de quartiers qui dépendent des prestations, sur lesquels, eh bien, voilà, des gens qui sont plus ou moins assistés, enfin, selon qu'on ait un discours un peu dur ou pas vis-à-vis des habitants des quartiers. Eh bien, c'est complètement faux. Dans les quartiers, la ressource principale des quartiers, et c'est valable pour tous les quartiers politiques de la ville, PQNA, en tout cas, il n'y en a pas un qui vit à l'envers. La première forme de revenu dans les quartiers, c'est le travail. C'est le travail qui fait le revenu des habitants. Et donc, quand en fin de semaine, le boulanger il fait sa caisse et s'il exerce dans un quartier prioritaire, eh bien, la majorité des euros qu'il a eu de gens qui sont venus lui acheter du pain, c'est des revenus du travail et ce n'est pas du revenu des prestations. Donc, c'est aussi faire tomber cette représentation-là et rappeler l'importance de l'emploi, l'importance de l'accompagnement vers l'emploi, parce que c'est vraiment la première source de revenus qu'on peut avoir dans les quartiers. Je voudrais juste m'arrêter aussi sur un petit point qui est un peu méconnu, pas trop travaillé, mais je trouve vraiment, qui pour moi me questionne énormément. C'est la part des bénéficiaires de l'AH, l'allocation adulte handicapé, parmi l'ensemble des ménages dans les quartiers. En France, globalement, vous voyez, en France hexagonale, c'est 2,9% des logements, des ménages, qui sont occupés par au moins une personne qui bénéficie de l'AH. C'est 2,4% en Nouvelle-Aquitaine. Mais dans nos QP de Nouvelle-Aquitaine, c'est 10,8% de tous les logements, 11%. C'est un logement sur 9 est occupé par un bénéficiaire de l'AH, et c'est 1 sur 33 en Nouvelle-Aquitaine en général. On parlait un petit peu d'handicap, mais c'est vraiment un enjeu fort. Pas du handicap, excusez-moi, on a parlé de la fragilité mentale, des problématiques liées à la santé mentale, mais sachant qu'une grande partie des bénéficiaires de l'AH, c'est des problématiques d'ordre de santé mentale, on a ici un enjeu qui est très très fort, qui lui aussi est complètement sous-estimé. Alors bien sûr, quand ça nous pète à la figure, quand quelqu'un ne s'en sort plus et ça explose, une décompression quelconque, eh bien, on sait la difficulté et puis l'enjeu, on le voit. Mais ce sont souvent des populations cachées qui sont discrètes, qu'on ne voit pas, nos invisibles, là, dont on parle souvent. Eh bien, en tout cas, là, on a une belle illustration de cette réalité. Quand je vois Port-Neuf, 17%, quoi. C'est un logement sur 6. C'est juste impressionnant quand même, d'avoir une proportion comme cela. Alors, il y a peut-être des mécanismes, il y a peut-être des logements thérapeutiques, je ne sais pas, il peut y avoir des choses, mais en tout cas, on a dans les quartiers un accueil de population en situation de handicap qui est quand même très, très important. Par rapport à la question de l'emploi, c'est aussi un des points, moi, que j'adore mettre en évidence, c'est l'importance des livreurs auto-entrepreneurs. Parce que, alors c'est un travail qu'on a mené en 2022, et puis on l'a analysé, développé, aujourd'hui on l'a intégré dans nos indicateurs un peu clés, qui fait apparaître l'importance qu'il peut y avoir pour des jeunes de l'emploi coûte que coûte. Parce que quand je dis coûte que coûte,
Je crois que, excusez-moi le terme, hein, mais si on peut trouver un boulot qui soit vraiment aussi merdique que ça, il n'y en a pas d'autre vraiment aussi difficile, compliqué, peu rémunéré, dangereux, peu protégé. C'est le boulot, quasiment un des boulots les plus difficiles. Être sur un vélo ou un scooter, le faire quand il fait froid dehors, quand il pleut, quand il verglace, parce que c'est le moment où les gens ne veulent pas sortir, donc ils commandent leur repas. C'est un boulot très peu payé, où la plateforme, ils ont quasiment une plateforme, sitôt qu'on a un souci, un seul client quasiment, quoi. Et encore, on verra qu'ils en ont plein indirectement. Et quand ils sont déréférencés pour une raison X ou Y, c'est une catastrophe pour eux. Donc, ils sont complètement dépendants d'une seule plateforme. Ils ont malgré tout, quand je disais un seul client, ils en ont plein, puisque ils ont à la fois les restaurateurs, qui peuvent être des clients par rapport à eux, et à la fois les clients finaux vers lesquels ils transportent leurs repas, avec des fois des comportements qui ne sont pas cool, des comportements pas cool non plus, parce qu'on ne veut pas les voir en centre-ville. Pour autant, les restaurateurs sont contents de les voir emmener leurs repas. On a une rémunération qui est très très faible, on a une dangerosité sur le transport, on a des temps de transport qui sont calculés à la minute, on peut avoir des fois des repas qui ne sont pas payés, ou des déplacements pardon, qui ne sont pas payés parce que c'est arrivé un petit peu en retard, parce que la personne a mis du temps à descendre pour ouvrir la porte, etc. On est obligé de créer sa micro-entreprise. Si vous voulez, quand vous faites la somme de tout ça, ce qu'on observe, c'est que c'est dans les quartiers. Et je vois par exemple ici le QP des 3 cités, 87 pour 1000, alors ce n'est pas 2%, 87 pour 1000 des emplois, enfin en tout cas des actifs occupés, sont des auto-entrepreneurs livreurs, quoi. Globalement, sur l'ensemble de la région, en QP, c'est 29 pour 1000. On va dire, allez, 30, ça fait 3%. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est 3%, c'est quasiment que des hommes. Donc, allez, c'est globalement 6% de tout l'emploi masculin et quasiment que des jeunes. C'est 10 à 12%. Donc, sur l'emploi des jeunes, quand vous entendrez des discours durs sur les jeunes des quartiers ne veulent pas travailler, il n'y a pas de valeur travail dans les quartiers, eh bien qu'on leur propose à toutes ces personnes de prendre ce job avec cette rémunération-là, avec cette dangerosité, avec l'impact que ça peut avoir. Et donc derrière, on a vraiment un enjeu énorme à prendre en compte cette réalité-là, celle de l'entrepreneuriat, qui est vraiment, d'ailleurs, qui est un des axes, tu le notais Laurence, un des axes des nouveaux contrats de ville, pour voir ce qui se passe ici dans ces quartiers. Et puis, j'ai presque fini, là, il me reste à peu près 3 slides. Je voulais m'arrêter sur la question de la pratique sportive, parce qu'il me permet de mettre en différence la différence entre les hommes et les femmes. Dans les QP de PQNA, on a, dans les quartiers prioritaires, on a 5% des femmes qui ont une licence sportive. À l'extérieur des quartiers, c'est 11%. Alors, quand je dis hors quartier de PQNA, c'est hors quartier dans les communes qui ont un quartier prioritaire. Et sur l'ensemble de PQNA, donc qui intègre aussi le milieu rural ou périurbain ou du milieu urbain qui n'a pas de quartier prioritaire, c'est 12%. Donc on voit bien 5%, 12%, on voit l'écart, quoi, c'est énorme. Et pour les hommes, c'est 16% et 26%. On a une sous-représentation, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, très forte de la pratique sportive, des licenciés sportifs. Et c'est surtout extrêmement fort pour les femmes. Et pour moi, c'est un des points vraiment importants. Et ça me permet de faire cette question, cette différence femmes-hommes, et puis cette différence femmes-quartier, femmes hors quartier. On a parlé des quartiers d'émancipation, c'est vraiment un enjeu. Là, voilà, on le voit bien, on l'associe à ça. Puis la question derrière de l'usage du droit commun, où on voit aussi que les habitants des quartiers sont beaucoup moins pratiquants sportifs, beaucoup moins utilisateurs de nos services. Et puis, juste sur la question du type de sport pratiqué, ce qu'on observe, c'est que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, eh bien, vous avez un phénomène de concentration sur un sport, c'est celui du foot, bien évidemment. J'aurais pu vous le masquer, mais vous l'auriez trouvé. Quasiment 40% de tous les pratiquants femmes et hommes confondus font de la pratique sportive en football. C'est le cas de 17% en dehors des quartiers prioritaires, quoi, sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Et quand on prend la part du foot, quand on prend pour les hommes, c'est 50% la part du foot. Et puis, pour finir, je voulais juste m'arrêter sur, là aussi, faire tomber un autre enjeu. C'est la question de la consommation énergétique et l'usage
des énergies fossiles par les habitants, on a pris 5 axes qui sont la question du logement, la surface du logement et le nombre de personnes y vivant dedans, la question des actifs occupés qui utilisent leur voiture pour aller travailler, la présence de la voiture dans les ménages, les logements passoires énergétiques, et puis la consommation. On a aujourd'hui, grâce à Linky, grâce à Gaspard, etc., on a la consommation énergétique par quartier. Et donc, on vous a mis ici des indicateurs avec des couleurs. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, dans un indice synthétique, on est plutôt dans une couleur verte. Ça veut dire que l'ensemble des quartiers politiques de la ville sont beaucoup moins consommateurs de CO2 ou en tout cas d'énergie fossile que ce qu'on peut trouver à l'extérieur des quartiers, alors qu'ils sont souvent pointés du doigt pour ces questions-là. Et je trouve que croisé avec ce que fait le centre de ressources aussi de Pays de Loire-Bretagne, Réseauville, autour de la question des îlots de chaleur, je trouve que ces deux éléments sont vraiment importants l'un avec l'autre. Et puis, je vous laisse la dernière diapo qui est un peu quelques éléments clés qui ressortent, des chiffres clés qui ressortent sur les quartiers. Voilà, j'ai fini, c'est terminé. L'idée était de faire un focus sur quelques indicateurs ou quelques éléments qui semblaient être un peu plus importants. Voilà. Merci beaucoup Hervé, on pourrait t'écouter pendant des heures, c'est évidemment très intéressant et puis surtout on voit bien qu'il y a une profondeur dans l'analyse, on pourrait évidemment donner beaucoup plus d'informations, mais on a partagé différentes ressources là dans le chat, donc ça va permettre aux personnes qui le souhaitent d'approfondir tout cela. Je vous propose maintenant que l'on se tourne vers nos deux derniers intervenants, qui sont deux élus qui ont bien voulu accepter de venir parler de leur expérience d'élus à la politique de la ville. Je vous remercie à tous les deux. Et donc, nous accueillons Émilie Marchès. Bonjour Émilie. Bonjour à toutes et tous. Alors Émilie, vous sortez d'un mandat d'élu délégué à la politique de la ville à Mérignac, donc sur le territoire de Bordeaux Métropole. Et vous êtes réélu, mais sur un mandat un peu différent, enfin avec une délégation un peu différente, puisque vous êtes élu aux Solidarités, CCAS et aux personnes âgées aujourd'hui sur Mérignac. Et je rappelle que la politique de la ville à Mérignac, c'est 2 QPV, vous nous en parlerez. Et puis, nous accueillons également Benjamin Fagès. Bonjour, Bonjour. Benjamin. Bonjour. Vous êtes vice-président de Val-de-Garonne Agglomération, délégué à la politique de la ville, la jeunesse et la prévention de la délinquance. Également élu sortant, réélu sur ce mandat avec une délégation que vous conservez du coup. Exactement. Voilà, depuis 2020. Et vous êtes également maire de la commune de Lafitte-sur-Lot, une commune rurale de 800 habitants, sur laquelle, bien évidemment, il n'y a pas de QPV. Vous y reviendrez aussi dans votre témoignage parce que c'est intéressant, cette particularité-là. Oui. Et donc, sur le territoire de Val-de-Garonne Agglomération, il y a également 2 QPV, un sur la commune de Marmande et un sur la commune de Tonneins, qui représentent à eux deux 3300 habitants. Exactement. Alors, c'est ça. voilà. On voulait vous faire partager voilà, votre expérience à vos collègues nouvellement arrivés dans leur fonction d'élu délégué à la politique de la ville, partant du principe eh bien, que ça peut permettre d'accélérer un petit peu la prise de poste, ça peut faciliter les choses que de profiter de l'expérience de ceux qui ont exercé cette mission depuis quelques années. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on voulait vous faire partager ce que vous avez vécu depuis 2020. Alors, on a une première question, il y a une première question que je voulais vous adresser à tous les deux. Émilie Marchès, vous pouvez peut-être démarrer, et puis ensuite Benjamin Fagès. Cette délégation de la politique de la ville, pour vous, qu'est-ce que ça a comme signification et pourquoi cet engagement sur la politique de la ville? Alors moi, je l'ai pas choisie en fait, mais elle m'a choisie en fait. J'ai toujours envie de dire la politique de la ville, c'est par excellence un territoire, j'ai envie de dire,
non seulement attachant, parce qu'aussi quand on fait de la politique, c'est qu'aussi il y a de l'émotion et tant mieux. Enfin, je pense qu'on ne peut pas faire de la politique en restant très, très distancié des habitants. Et à la fois, moi, j'étais habitante de QPV à l'époque, donc c'était aussi un challenge de me dire, il faut absolument sortir un peu tout ce que décrivait Hervé Guéry, c'est-à-dire de ce déterminisme qui voudrait enfermer aussi, mais c'est une réalité aussi sociale, et de chiffres, de faire en sorte un peu aussi de sortir de ces tableaux qu'on définit autour de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est aussi, je dirais, un laboratoire, une expérimentation, une façon d'expérimenter, parce que justement, on a des outils. Et donc, il faut s'en saisir. C'est aussi une manière aussi de voir comment on peut décliner nos politiques publiques. Je trouve que c'est aussi un territoire par excellence où on voit finalement si notre stratégie politique fonctionne. Et puis j'ai envie de dire aussi que c'est aussi un acte militant d'être aussi dans la politique de la ville, c'est aussi approcher les populations au plus près et puis finalement pouvoir non seulement faire en sorte que le droit commun se diffuse au mieux. On sait très bien que la question du non-recours, elle n'est pas propre au quartier politique de la ville, mais en tout cas, elle est beaucoup plus prégnante. Et donc, voilà, j'ai envie de dire que c'est l'endroit par excellence où on peut aussi évaluer et tester. Voilà. Mm. Donc on entend un engagement à la fois politique et personnel pour vous. Benjamin Fagès? Alors, je vais quand même reprendre pas une chose que ma collègue vient de dire. Alors moi, c'est pareil. Vous l'avez dit, je suis maire d'une commune de 800 habitants, et lorsque sur le précédent mandat, on m'a proposé une délégation à la politique de la ville, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais à l'époque, hein. Voilà. Alors le choix qui avait été fait, vous l'avez sous-entendu, nous avons deux quartiers politiques de la ville à Marmande et à Tonneins, et le choix était de choisir un maire non issu des QPV, ce qui avait été le cas précédemment, pour faciliter les relations, voilà, et l'acceptabilité aussi. Donc c'est le choix qui a été fait, il a fallu beaucoup travailler. Effectivement. Donc cette délégation a été passionnante. Et c'est vrai qu'en plus j'ai travaillé aussi sur le bilan du précédent contrat 2015-2024. On a travaillé sur l'élaboration du nouveau contrat aussi, quartier 2030. Donc c'est que j'étais sur toutes les étapes. Et c'est vrai que ça m'intéressait de poursuivre cette délégation pour vraiment voir l'aboutissement du travail, puisque vous avez dit qu'il y avait une clause de revoyure en 2027 et les contrats s'arrêtent en 2030. Donc voilà, on aura de nouveaux contrats sur la mandature. Donc c'était intéressant de pouvoir faire ce travail-là aussi. Donc lorsqu'on m'a proposé cette délégation, j'ai accepté tout de suite. Alors pour moi, un QPV, je suis d'accord, c'est un quartier très attachant et il faut mobiliser effectivement, ça a été dit, hein, le droit commun. Je pense que c'est un des leviers qu'il faut utiliser. On a aussi des subventions, effectivement, on fait des aides complémentaires. Et moi, ce que je vois aussi, c'est il est important de travailler en équipe. C'est du partenariat avec l'ensemble des partenaires. Seul, on ne fait pas grand-chose. On a des partenaires. Nous, on a deux quartiers, donc deux qui sont distants d'une quinzaine de kilomètres. Donc, il y a les deux villes-centres donc à intégrer dans cette dynamique. L'agglomération, bien sûr, l'État avec qui on travaille avec efficacité, les bailleurs, l'ensemble des partenaires, les techniciens de l'agglomération et des communes, bien évidemment. Voilà, donc tout ça, ça fait qu'il faut qu'il y ait une synergie et il faut vraiment travailler ensemble. Voilà un petit peu le regard que j'ai. Alors, il a fallu beaucoup travailler. Je n'ai pas la prétention d'avoir saisi tous les enjeux de la politique de la ville, les principaux certainement. Mais c'est que ça demande quand même une acculturation importante, surtout en début de mandat, parce que c'est une délégation qui est assez technique quand même. Voilà. Oui. Oui. Quand vous disiez, Monsieur Fagès, le choix a été fait de confier cette délégation à un élu d'une commune hors politique de la ville, donc un élu
rural, on va dire, pour aller vite. Vous avez dit que c'était pour faciliter les relations. Est-ce que j'ai bien entendu Vous avez bien entendu. Alors, les pas les relations relations avec les autres élus, avec les autres élus des autres communes. Parce Oui, que c'est vrai que voilà, ça a été dit jusqu'à présent, on a 43 communes sur l'agglomération, des petites communes. Ce sont les deux villes-centres qui ont des quartiers politiques de la ville. Elles sont déjà perçues comme des espaces privilégiés. Voilà. mm, Donc le fait qu'un maire rural, le maire rural que je suis, soit cette délégation-là, on a effectivement, pour porter le message et la politique de la ville sur les instances communautaires, que ce soit en bureau avec mes collègues maires, ou sur le conseil d'agglo, c'était peut-être plus facile que si ça avait été le maire, enfin, un élu en tout cas des deux villes-centres. Voilà un petit peu le choix qui a mm, été fait, mais je vais revenir tout à l'heure sur le lien avec les habitants. On va voir quand même oui, que cette situation-là peut avoir ça a des avantages certains, mais il y a quelques inconvénients sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. oui. Émilie Marchès, alors vous, vous êtes sur une commune, enfin, la commune de Mérignac, elle fait partie, je l'ai dit, de Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, c'est un gros territoire politique de la ville, hein, il y a beaucoup de quartiers. La politique de la ville, c'est une politique publique importante sur ce territoire, hein. Il y a 21 pardon, quartiers prioritaires sur l'ensemble des communes. Donc, vous n'avez que 2 quartiers à Mérignac. Mérignac, c'est une commune, c'est une grosse commune, c'est la deuxième plus grosse commune après la ville de Bordeaux, hein, sur la métropole. Donc, est-ce que ça a été facile malgré tout pour vous de porter la politique de la ville dans ce territoire où la politique de la ville, on sait ce que c'est, voilà, c'est peut-être plus facile, plus évident que sur un territoire rural, mais malgré tout, dans une ville comme Mérignac, comment est-ce que vous avez vécu ça? Ah, vous avez votre micro qui est coupé. Oui, alors je je dirais qu'on a 2 petits quartiers, en fait, en plus. Donc je dirais que somme toute, c'est assez marginal à l'échelle, de notre ville. Mm. Avec 2 quartiers très différents, un en centre-ville et un extra-rocade aussi. Je dirais qu'on a aussi finalement, 2 quartiers qui se ressemblent. Finalement, à l'échelle, INSEE, mais en fait, pas du tout. Mm. C'est 2 quartiers très différents. Heu, pour, pour dire en fait, paradoxalement alors ce qui était aussi intéressant, c'est que la politique de la ville était inclus, c'était aussi un portefeuille en début de mandat, du 1er adjoint à l'urbanisme. On met quand Il y avait un même portage il y avait quand politique même un fort. portage politique fort et il y Mm. avait un signal politique, très fort aussi. Heu, Moi, je suis devenue adjointe, enfin, suite à des élections, nationales. Mais en fait, c'était aussi, bien dans la deuxième partie du mandat de mettre aussi, à part entière, une mission d'adjoint à la politique de la ville. D'ailleurs, je salue la personne qui reprend le flambeau. Sur la gouvernance, en fait, au sein de la gouvernance, en fait, moi, je me suis dit, la politique de la ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un laboratoire. Et finalement, on a un projet, j'ai envie de dire politique, avec des questions sociétales. Et en fait, je me suis dit, ben, il faut que j'embarque aussi les collègues sur ces questions, sur tous ces enjeux sociétaux. Et je me dis, ben, si ça fonctionne, en tout cas, si on arrive à décliner des choses, si on arrive à porter des projets en quartier politique de la ville, ben, on arrivera bien sûr à les disséminer sur l'ensemble du territoire mérignacais. C'était un peu ça l'enjeu. Et puis, bah, comme le disait, mon collègue, je pense que, on ne peut pas faire seul. Donc effectivement, c'est quelque chose de très technique. On a, des équipes, nous, on a une grosse ingénierie, quand même à Mérignac puisque c'est aussi l'avantage d'une grande ville. Et puis avoir un tissu aussi, d'acteurs associatifs autour. Donc mais du coup, ce triptyque, pour qu'il vive, bien, il faut embarquer aussi, les autres délégations avec nous parce que, on ne peut pas parler, de déclinaison,
je dirais, de nos politiques publiques et de l'animation de notre contrat de ville, sans parler de jeunesse éventuellement. Ça, c'est une évidence. Je vois pas comment on pourrait pas associer l'élu à la jeunesse, l'élu à la santé. Enfin voilà, toutes ces grandes thématiques très prégnantes, eh bien, c'est la transversalité par excellence. En fait, souvent, vous allez entendre les élus, les nouveaux élus, comme les anciens élus, on nous parle toujours de transversalité. Bon, c'est presque une injonction, j'ai envie de dire, mais c'est pas si évident. Mais s'il y a bien un outil, finalement, où ça se traduit, c'est bien la politique de la ville. Donc, finalement, on peut être moteur aussi de certaines choses. Voilà, je pense que c'est une façon aussi d'embarquer nos collègues qui connaissent pas non plus la politique de la ville. Voilà, c'est pas une évidence. En plus, le terme politique de la ville, finalement, c'est pas toujours perçu comme la véritable identité de cette délégation. Donc voilà, il faut faire œuvre de pédagogie, il faut embarquer. Moi, j'ai trouvé l'outil, on savait très bien en fait animer le contrat de ville avec les partenaires. Ça, c'était, je dirais que c'est quelque chose d'assez historique en tout cas. Bon, je pense que c'est pas propre à Mérignac. Mais moi, je me suis dit, pour embarquer tout le monde et à plus grande échelle, on a créé une ambition, je dirais, c'était les assises politiques de la ville. C'était une commande politique, c'était une commande aussi pour que tout le monde, à un moment donné, on arrête ce millefeuille. En fait, c'est vrai que quand on voit le contrat de ville, on a l'impression que c'est un millefeuille d'acteurs avec de temps en temps des choses qui se télescopent avec les opérateurs. Donc finalement, l'idée, c'était de créer un peu un groupe de travail et puis, je dirais, de faire travailler ensemble les acteurs de la politique de la ville et du coup de contractualiser, mais aussi avec un enjeu finalement de travailler en collaboration aussi et non pas côte à côte. Mm. Oui, on retient ce que vous disiez là sur les assises. C'est un événement qui a lieu annuellement ou vous l'avez fait une fois? Ça a pris quelle forme exactement? Alors, en fait, annuellement, on faisait, avant mon arrivée, un marché au projet. C'est-à-dire que c'était la rencontre avec tous les acteurs, donc toutes les associations et tous les acteurs du contrat de ville. Et je me suis dit, à un moment donné, c'est bien aussi de se remettre en cause, c'est bien aussi d'aller plus loin. Et je me suis dit, on ronronne un peu. C'est-à-dire que je me rends compte que sur les différents axes, on a des acteurs qui font un peu la même chose, ou en tout cas pas de la même manière, mais ça reste quand même une réalité. Et je me suis dit, à un moment donné, faut pas se mentir, il y a une baisse des subventions. Les associations aussi peinent aussi, elles, de leur côté, à aller chercher des bailleurs. Donc je me suis dit, finalement, peut-être voir les choses de façon un peu, avec des projets un peu plus structurants sur du pluriannuel et se dire, voilà, toutes ces personnes-là, il faut les embarquer sur ces axes-là. Et là, ce qui était intéressant aussi, c'était de se dire, on embarque aussi les élus des autres délégations pour se dire, voilà, en fait, on articule non seulement les dispositifs déjà en place pour qu'ils alimentent aussi nos quartiers politiques de la ville, et en même temps essayer de se dire, soyons un peu plus structurants, peut-être aller plus loin en fait sur des projets et ne rien s'interdire. Mais là, pour ça, il fallait effectivement, je pense, susciter, et c'est pas évident, hein, mais l'envie de travailler ensemble sans pour autant bousculer, bien sûr, les périmètres de chacun. Donc, on en a fait un. On a mis 1 an et demi quand même à le préparer, mais Oui, je un temps crois que ma fort. collègue va continuer parce que je pense que c'est un format qui mérite d'être aussi décliné à nouveau. Merci.
Benjamin Fagès, on entendait dans ce que vient de dire Émilie Marchès, la mobilisation, l'animation, donner envie, embarquer les autres, la transversalité. Est-ce que comment vous avez trouvé votre place, vous, dans cette gouvernance locale de la politique de la ville? Est-ce que vous Alors, êtes devenu un expert de la transversalité? j'ai pas cette prétention-là. Alors, il se trouve que j'ai une délégation qui est vaste. Donc, jeunesse, politique de la ville, prévention de la délinquance, accès au droit, gens du voyage. Donc voilà, c'est vrai que cette variété de délégations me permet d'avoir une vision globale. Effectivement, l'élu jeunesse de l'agglomération, je l'ai embarqué assez facilement puisque c'est le même élu que la politique de la ville. Mais où c'est plus compliqué, c'est effectivement d'embarquer les autres élus. Je pense que c'est l'affaire de tous, la politique de la ville. Des élus municipaux d'abord, où se trouvent les deux QPV, et de l'ensemble des élus de l'agglomération. Et je prends un exemple. On a déployé il y a quelques années la prévention spécialisée avec le soutien du département sur les deux quartiers politiques prioritaires. Et on m'a dit, oui, mais moi, dans ma commune de 300 habitants, j'ai des problématiques aussi qui nécessiteraient la présence d'éducateurs de rue, et vous les mettez encore sur les quartiers politiques de la ville. Donc ça, c'est un discours qu'on entend, et je crois que le conseiller régional qui est intervenu au début dit, voilà, il y a trop de moyens sur la POVI, c'est pas une réalité, on le sait bien, mais c'est vrai que on a une communauté d'agglomération de 60 000 habitants, alors on fait pas le poids face à Mérignac, bien sûr, mais voilà, on a quand même des élus ruraux qui n'entendent pas forcément, qui comprennent pas forcément les moyens qui sont déployés dans ces quartiers. Même si quand les quartiers vont bien, les villes-centres vont bien, et quand les villes-centres vont bien, l'agglomération va mieux. Ça, c'est ma conviction profonde. Voilà. Donc, embarquer les élus, mais pour ça, il faut qu'ils comprennent. C'est vrai que lorsque je présente, je prends l'exemple de l'appel à projet politique de la ville qu'on présente annuellement, donc j'espère que les nouveaux élus vont avoir cette culture, et peut-être que on va travailler en ce sens. Mais beaucoup me disaient, bon, j'ai voté ce que tu as présenté, mais j'ai pas très bien compris ce que tu nous as raconté et les projets, voilà, ce qu'ils regroupaient. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail important d'acculturation à faire avec les élus en priorité. Avec les partenaires, c'est beaucoup plus fluide, hein. On se voit très régulièrement. Et comme j'ai la chance de siéger dans pas mal d'instances du droit commun aussi, je les rencontre dans d'autres cadres. Donc ça facilite, ça fluidifie les relations. Et voilà, on est vraiment sur des relations de confiance avec les partenaires. Et voilà, mon challenge, c'est vraiment d'embarquer les élus communautaires, même de la plus petite commune. On a une commune qui a 54 habitants, eh bien, il faut les embarquer aussi dans la politique de la ville. Voilà un petit peu ce que je pense. Alors, les habitants dans tout ça, on arrive sur le sujet, Benjamin Fagès. Sur la participation citoyenne, on en a pas mal parlé depuis le début du webinaire, parce que c'est vraiment une composante extrêmement importante de la politique de la ville, à la fois dans le sens de l'action, pour le sens de l'action, toujours revenir à cette boussole-là, du bien-être des habitants, de la qualité de vie des habitants, et à la fois dans le cadre d'action qui est celui de la politique de la ville, où la participation citoyenne doit avoir une place importante. Alors, comment vous travaillez sur ce volet-là, et avec la particularité qui est la vôtre d'être un maire d'une petite commune hors politique Oui. de la ville? Alors, c'est vrai que, de toute façon, la place des habitants, elle est centrale, parce que d'abord, les habitants sont les premiers bénéficiaires des actions qui sont menées dans les quartiers, d'abord, mais il faut aller au-delà, puisqu'il faut qu'ils soient aussi acteurs de l'élaboration des actions et de leur mise en œuvre. Et ça, c'est quelquefois un peu compliqué. On les associe souvent, enfin, c'est ce qu'on a fait, sur les bilans, ou alors sur les phases de rédaction, et peut-être qu'après, le lien se distend un peu, donc il faut effectivement être mobilisé aux côtés des habitants pour trouver les moyens qui puissent s'exprimer dans les instances qu'on a prévues, les conseils citoyens par exemple. Alors là, on est en train de retravailler, mais sur le précédent contrat, les conseils citoyens se sont rapidement essoufflés, avec des gens qui étaient mobilisés au départ, et peut-être qu'on en demandait trop. Il y avait peut-être trop de réunions sur une durée trop importante. Et je pense qu'il y a un problème de posture des élus aussi et des responsables associatifs. Moi, j'ai assisté à pas mal de temps de travail, et c'est vrai que,
m'inclus, hein, les élus sont habitués à prendre la parole en public, donc ils monopolisent un petit peu la parole, les responsables associatifs aussi, et du coup, les habitants des quartiers sont un petit peu sur la réserve et n'osent peut-être pas trop prendre la parole, et ça c'est dommage, donc il faut réussir à trouver des instances moins impressionnantes, peut-être avec moins de monde, avec des groupes plus réduits, pour pouvoir travailler avec eux, enfin, avec efficacité. Et vous l'avez dit, j'ai un statut particulier, donc c'est vrai que ce lien de proximité avec les habitants, je dois le construire avec un peu plus d'énergie, parce que spontanément, les habitants des quartiers, ils se dirigent vers les élus communaux. Voilà, vers le maire de la ville-centre ou vers l'élu en charge de la politique de la ville. Voilà. L'élu de l'agglomération, on est dans le bloc communal, on est proche effectivement des habitants, mais voilà, je pense qu'il faut construire en ce qui me concerne cette relation. Donc je me rends souvent sur les quartiers, sur des événements quartiers d'été, sur des groupes de travail. Voilà, j'essaie vraiment d'être présent. Et je pense que voilà, il faut être identifié. Donc il y a les élus communaux qui sont les premiers relais, bien évidemment, avec les techniciens, bien sûr, à du relais, il y a plein d'intervenants. Mais je pense que voilà, il faut qu'on fasse ce travail-là, nous aussi, surtout dans mon cas particulier, pour être au plus près des habitants. Oui, donc un enjeu de proximité. Oui. Alors, vous, Émilie Marchès, ben, vous êtes une élue communale, justement. Comment vous vivez ce lien avec les habitants, du coup, en tant qu'élu? Alors, c'était un peu particulier parce qu'au début, je faisais partie des habitants. J'avais été conseillère citoyenne et puis du coup, bah, je faisais partie de l'autre côté. Donc ça, c'était un peu particulier, mais finalement, ça s'est assez bien construit. Moi, je crois, enfin déjà pour moi, un mandat municipal, c'est un mandat de proximité. On est au plus proche des citoyens et d'autant plus quand il y a des fragilités, bien sûr, beaucoup plus prégnantes. Moi, j'aime à dire que, en fait, souvent on dit la place des habitants. Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'est-ce que, quelle est la place de l'élu? Comment les habitants nous placent, en fait? Je pense qu'il faut penser plutôt comme ça, parce que qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que on est là aussi pour entendre des choses qui, par moments, nous dépassent complètement parce que beaucoup de situations dépendent quand même de l'État. Et donc, à un moment donné, on est ce premier rempart à leur expliquer bah aussi les difficultés qu'on rencontre. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est eux aussi. Souvent, moi, quand j'étais conseillère citoyenne, c'est vrai que ça s'est essoufflé, les conseils citoyens. En fait, c'est une injonction de l'État et on ne se décrète pas à s'organiser en collectif, tiré au sort. Enfin voilà, je sais pas. En plus, il faut l'animer. En plus, souvent, c'est à des horaires qui correspondent pas du tout au mode de vie des habitants. Moi, j'étais dans des quartiers sur Mérignac, on a particulièrement je crois, peut-être que Hervé Guéry me dirait le contraire, mais je crois qu'en 2015, en tout cas, nous avions les taux de familles monoparentales les plus élevés du département. Donc, autant vous dire que aller dire aux gens de s'investir alors qu'il faut garder les enfants, faire à manger. Pareil, les réunions de la préfecture, c'est l'après-midi, comme si les gens des quartiers prioritaires ne travaillaient pas. Enfin voilà, il y a des paradoxes comme ça qui, sur la temporalité, ne correspondent pas. Donc, je pense qu'il faut plus agir de façon systémique sur des thématiques, parce que enfin, je veux dire, les habitants ne sont pas non plus là pour faire non seulement une chambre d'enregistrement, parce que c'est le sentiment très prégnant qu'ils ont, en disant, bah voilà, vous avez décliné votre contrat de ville et vous nous demandez de valider. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier écueil. Et puis se dire, bah, peut-être être un peu plus humble aussi dans les ambitions. C'est-à-dire, bah, avançons pas à pas sur des projets qui peuvent être fédérateurs. Ça peut être des choses, mais somme toute, bah, voilà, il ne faut pas, je pense, exiger des personnes qu'elles réfléchissent aussi à la place des politiques. Voilà, c'est cet équilibre fragile. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées
qui viennent des habitants, il faut les écouter, il faut savoir les traduire, et ça, c'est, je dirais, l'expertise des services, hein, de traduire le souhait des habitants. Et puis, c'est aussi aux politiques, à un moment donné, de rendre possible ces souhaits, en tout cas ces projets. Et ça, c'est aussi un appui, je dirais, d'ingénierie très important. Voilà, c'est un peu ça, mais tout en étant très lucide et en expliquant aussi nos limites. Moi, je pense qu'il faut aussi savoir dire que par moment, on ne sait pas faire ou on ne peut pas faire, ou en tout cas, donc du coup, essayer aussi ces allers-retours et dire, voilà, ça, c'est pas faisable, mais en tout cas, on peut peut-être essayer de faire quelque chose qui y ressemble. Voilà, c'est cette agilité. Et là, je pense que c'est aussi, du coup, je pense qu'il y a aussi un rapport de confiance. Plus on est sur le terrain, plus ils nous font confiance là-dessus. Et voilà, c'est une réciprocité permanente. Et je crois que pour moi, c'est le secret aussi de la réussite de ce lien et de ce lien qui est important en tout cas. Merci. Effectivement, il y a pas mal d'élus politiques de la ville qui sont des élus de terrain, si on peut dire ça comme ça. Ça fait partie des profils qu'on retrouve souvent sur cette délégation. Et puis, vous avez parlé aussi d'un sujet qu'on n'aura pas le temps d'approfondir, mais qui est intéressant aussi, c'est ce fameux binôme élu-technicien au cœur duquel beaucoup de choses se jouent, hein, finalement. Pour finir, un dernier mot à chacun de vous. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir dès le départ de votre mandat qui vous aurait été utile pour vos collègues qui démarrent? Avec le recul, si vous regardez, est-ce qu'il y a quelque chose où vous dites, ah oui, bon, si j'avais su ça, j'aurais peut-être fait différemment, ou ça m'aurait aidé? L'un d'entre vous, une idée? Alors déjà, moi je pense que j'aurais bien aimé assister plutôt aux ateliers de PQNA parce que je pense que c'est important et voilà, c'est que ce qui est fait aujourd'hui, à mon avis, va éclairer pas mal de nouveaux élus politiques de la ville. Moi je l'ai fait aussi avec les nouveaux élus des communes pour les acculturer à cette politique de la ville. Donc on l'a fait avec la déléguée du préfet et la sous-préfète d'ailleurs. Voilà, et ça a duré 1 heure, mais on a déjà balayé les grands enjeux parce que très souvent on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors moi, ce que j'aurais aimé savoir, mais ça correspond aussi à ce que j'ai vécu comme maire, hein, c'est que voilà, le temps nécessaire à la mise en œuvre des projets est pas le même que le temps souhaité ou désiré par les habitants. Donc ça, c'est quelque chose qui est valable en QPV, mais qui est valable aussi dans nos communes. Et quand on a ça en tête, on peut expliquer aussi aux habitants pourquoi est-ce que les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc ça, ce temps-là, il est à prendre en compte pour avoir une bonne compréhension. Le travail en réseau aussi, ça c'est vrai que on a l'impression, on veut faire beaucoup de choses quand on est nouvellement élu, on a des envies, on a de l'énergie à revendre. Et voilà, il faut bien, ça je l'ai déjà dit, mais travailler en équipe, en partenariat avec les associations, prendre le temps aussi. Ne pas aller trop vite, justement, prendre le temps de rencontrer les partenaires, les institutionnels, de rencontrer les habitants aussi, ça c'est extrêmement important. Voilà. Et j'avais pas conscience non plus de la complexité des dispositifs politiques de la ville. C'est vrai que c'est très complexe, donc il faut du temps Ça prend du pour temps aussi. s'approprier les dossiers, et c'est vrai qu'il faut utiliser tous les moyens disponibles. Et je pense que voilà, ce que vous proposez là est quelque chose qui est précieux pour les nouveaux élus, pour qu'ils puissent arriver. Et surtout un conseil, combattre les préjugés. Voilà. Il y a beaucoup de préjugés sur les quartiers politiques de la ville. Nous, on en a un à Marmande. Il y a le centre social qui est au cœur du quartier. On a une maison France Service à l'intérieur. Il y a des gens hors quartier qui viennent et ils se rendent compte que le quartier, il est tout à fait agréable, sympathique, attachant. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de préjugés qu'il faut combattre. Voilà. Merci Benjamin Fagès. Émilie Marchès, un dernier mot pour vous aussi. Alors pour rebondir sur ce qui a été déjà dit, et je fais mienne beaucoup de remarques, j'ai envie de dire que se donner aussi cette marge de liberté au-delà du contrat de ville, parce que le contrat de ville, il est quand même contraignant. Je trouve que c'est quelque chose c'est un canevas, c'est très technique, et parfois la difficulté, c'est aussi un peu de s'en extraire.
Et ça, je pense que c'est un besoin qui arrive très rapidement malgré tout, mais qui est, voilà, c'est enfermant. Et je pense que moi, si j'avais su que je pouvais un peu faire ce pas de côté plus tôt, je pense que je m'y serais plongée très rapidement. Voilà. La fameuse expérimentation, tester des choses. Oui, tout à fait. Ouais. Bien, merci à tous les deux, Émilie Marchès et Benjamin Fagès, pour vos témoignages. On arrive à la fin de ce webinaire. Je ne vois pas a priori de questions dans l'onglet conversation pour nos intervenantes de tout le webinaire. Et puis au vu du timing, je vous propose qu'on s'arrête là juste avant de vous quitter. Déjà, merci beaucoup à toutes les intervenantes de ce webinaire pour leur présentation, pour leur intervention de qualité. Et merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Et on voulait juste vous donner 2-3 dates, 2-3 éléments supplémentaires qui nous semblent importants. Par rapport au webinaire qui sera enregistré, il sera disponible sur notre site internet. On reviendra vers vous par mail avec tout ça pour vous en dire plus. Et Laurence, je te laisse la main sur la journée de novembre peut-être. Oui, ce qu'on voulait vous dire à vous, mesdames et messieurs les élus en particulier, c'est que là, on se rencontre aujourd'hui, pour certains d'entre vous en tout cas. On va vous proposer à la fin de l'année, vers le mois de novembre, on est en train de fixer la date là, une rencontre régionale, hein, des copilotes des contrats de ville, donc à la fois les techniciens des collectivités, les élus et les techniciens de l'État aussi, les délégués de préfet. Cette rencontre, elle aura lieu en fin d'année à Bordeaux. L'esprit de cette rencontre, c'est de commencer à réfléchir ensemble à cette étape de revoyure de 2027, qui va être une occasion importante pour les élus de se poser sur ce qui a été fait et de le re-questionner pour éventuellement redéfinir une stratégie pour les 3 années qui resteront à exécuter derrière pour nous amener jusqu'en 2030. Donc on vous donne rendez-vous vraiment lors de cette journée. Ce sera une journée qui sera pour les techniciens, mais aussi pour vous. On vous en dira plus très bientôt. Voilà. Et puis, une petite remarque simplement pour vous dire aussi qu'il y a un webinaire du même type que celui-ci, mais sur des questions d'emploi, qui aura lieu animé par un de nos collègues, Christophe Rochard, le 18 juin. C'est dans l'agenda PQN1. Voilà. Et puis le 1er juillet, un webinaire sur une expérimentation qu'on va mener et pour laquelle on va sélectionner un territoire en Nouvelle-Aquitaine pour accompagner un territoire sur une démarche participative qui sera basée sur la méthode du croisement des savoirs et des pratiques portée par ATD Carmonde. Donc voilà, ça peut aussi intéresser certains territoires d'en savoir plus sur ce webinaire du 1er juillet. Et vous pouvez retrouver toutes nos ressources sur le site de PQNA. Vous pouvez vous abonner sur notre site internet pour recevoir les informations. Vous pouvez aussi vous abonner à une lettre d'information mensuelle qu'on publie tous les mois sur la politique de la ville notamment. Donc, vous pouvez vous inscrire pour faire partie de cette liste de diffusion. Et voilà, vous pouvez aussi regarder notre site internet pour d'autres ressources. Merci à vous toutes et tous pour votre participation et à bientôt. Au revoir.